In phase. In phase. Bienvenue sur un nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui avec Xavier, aka Métrologue. Salut Xavier. Salut Morgane. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux nous présenter le projet Métrologue pour ceux qui débarquent sur cet épisode et qui veulent tout de suite savoir de quoi il s'agit? Métrologue, c'est mon projet musical. Je déploie à l'intérieur diverses esthétiques. Il y a de l'ambiante, de l'électro, du breakbeat, plein de choses. Et dans ce que j'essaie de sortir, il y a la volonté de parler d'une discipline scientifique en fait, en filigrane de cette musique-là en fait. Ok. Eh ben c'est trop intéressant parce que j'avais même pas capté ça autour du projet. Et pourtant c'est... J'ai mal fait mes devoirs, je vais être honnête avec toi. Non, J'ai écouté et j'ai trop kiffé. On a l'occasion d'en parler. Trop bien. Est-ce qu'on peut, comme d'habitude dans les épisodes, faire un rewind sur ton parcours et que tu reviennes un peu en arrière et que tu nous expliques un peu comment t'es venu à la musique, tes premiers émois musicaux. Est-ce que tu as appris un instrument? Est-ce que et jusqu'au moment où tu décides de t'y mettre, de produire et de composer? Je pense que le premier rapport que j'ai eu à la musique électronique, c'est en refaisant des mélodies de musique connue sur le portable de ma mère avec la fonction touche musicale sur le clavier. Du coup, c'était un 3310. Oui. Donc ça, c'est le premier rapport que j'ai eu à la musique électronique. Et le premier... Ton premier instrument de musique, du coup. Mon instrument de musique, c'était... donc c'était pas vraiment ça. J'avais aussi une guitare qui traînait dans un coin, tu vois, mais elle n'était pas à moi. Et je l'ai empruntée, puis en fait, je me la suis appropriée et j'ai commencé à être un peu autodidacte vis-à-vis de cet instrument. Ok. Ça t'a attiré comme ça ou parce que t'écoutais des musiques à guitare? En fait, non, je pense que ça m'a toujours fasciné déjà le truc des instruments, en fait. Et au-delà de ça, la musique, bien sûr, quoi. Et ce truc d'avoir un objet physique que tu peux faire résonner et qui crée un espèce de monde en lui-même, tu vois. Ça m'a tout de suite fasciné, donc en fait c'est pour ça que je me suis approprié ce truc-là, quoi. T'as vu cette guitare traîner chez un pote? Non, je sais même pas, c'est chez moi en fait, mais genre elle a jamais servi, quoi. C'était un truc... C'était à tes parents et... c'est mais ça. elle prenait la poussière, quoi. C'était ça, ouais. Un objet déco. Ouais, un peu, ouais. Donc cette guitare... Ouais, donc du coup, cette guitare, je commence un peu à apprendre à en jouer tout seul. Moi, ça, c'est pas mal, mais bon, ça manque de quelque chose quand même. Donc du coup, ma mère, elle comprend qu'en fait, il faut que... faut me donner des cours, quoi. De la matière. Et en fait, là, c'est... À la fois, à l'époque, tu vois, je me dis, est-ce que c'est vraiment le prof qu'il me faut, tu vois? Est-ce que c'est vraiment le truc? Parce qu'en fait, on avait... Donc moi, je viens d'un petit village en Creuse. Il n'y a pas vraiment des structures, tu vois, là-bas pour accueillir, ou en tout cas qui peuvent se déplacer dans les villages, etc. Du coup, en fait, c'est un rocker du coin qui m'a donné les cours. Okay. Un mec hyper alternatif. Un artiste, quoi, qui avait son projet à lui. Et qui se déplaçait dans sa 405 pour 10 balles de l'heure. Et en fait, il te faisait bosser pendant 2 heures et c'était génial, quoi. Yes. Et il est encore actif aujourd'hui et sa musique est super, quoi. Trop bien. Mais ultra radical et engagé, tu vois. C'est un peu en plus un artiste à texte, tu vois, qui s'appelle Vlad, faut le dire. Et voilà, donc du coup, ces gars-là, c'est le premier gars qui m'a donné un peu le rapport extérieur en fait au monde et à toute la musique. Et moi à l'époque, donc Internet, ça venait vraiment tout juste de commencer et donc ce mec me fait découvrir en fait finalement YouTube et même MySpace, tu vois, et puis j'avais 12-13 ans, quoi, donc j'étais vraiment tout petit. Et il me montre ces choses-là, il me montre en fait les standards du rock et tout, même du punk. Il t'ouvre toute une. C'est ça, quoi. En fait, page, et là, tu vois, c'est monstrueux, quoi. Et même moi, je me lance tellement dedans à corps perdu que en fait, même à la limite, à la fin, il me dit, vas-y maintenant, quoi. Vol de tes propres ailes. Tu peux le faire tout seul, tu vois. Apprendre, c'est plus qu'une question de rapport aux outils, tu vois, informatiques et trucs comme ça, quoi. Et
Et bon, du coup, lui avait une culture assez, plus rock. Ouais, complètement et punk lui, et tout. Une pratique chanson à texte. Ouais. Dans un esprit punk. Ouais, on a compris. Dac. Et du coup, c'est un peu aussi le premier artiste que tu rencontres du haut de tes 12-13 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais franchement, je regrette pas du tout d'être tombé sur lui. Et donc, parallèlement à ça aussi, je découvre, parce que tous mes potes écoutent, un peu plus tard, mais tous mes potes écoutent des standards de l'électro, tu vois, de l'époque, qui passent à Fun Radio, des trucs comme ça, quoi. Et moi, à la fois, j'aime bien, tu vois, parce que j'ai un rapport à l'harmonie que j'aime bien, tu vois, donc il y a certains morceaux qui me touchent beaucoup, d'autres moins, mais en fait, ce truc-là me fait comprendre qu'avec un ordinateur, tu peux aller ultra loin dans ce que tu peux faire. Et en fait, direct, 16-17 ans, je craque FL Studio, tu vois, comme beaucoup de monde. Hein. Mais là, et ça ouvre plein de choses, quoi. Et je me souviens, ce que j'ai aimé faire en premier, et même globalement, musicalement, ce que j'ai adoré faire, c'est pouvoir réinterpréter un morceau qui existe déjà et d'une manière le posséder, en fait. Et surtout se l'approprier, quoi. Moi, et encore aujourd'hui, quand je veux me faire du bien musicalement, je reprends les harmonies d'un morceau que je connais et je l'étale et ça me fait aller super bien, quoi. Ce truc ouais, c'est ça, parce qu'en fait la musique c'est immatériel, mais en fait une fois que tu l'as refait, en fait elle est un peu dans ton environnement, tu vois. Et ça te donne, je trouve, un rapport de proximité avec la personne qui l'a fait, ou en tout cas avec l'idée que tu t'en fais, qui est folle, en fait, qui est difficilement... tu peux pas faire le même parallèle, par exemple, quand tu consommes la musique. Quand tu la reproduis, même si c'est pas toi qui l'as imaginé à la base, t'as un rapport hyper intime, en fait, avec la personne qui l'a fait à la base, quoi, tu vois. Ouais, tu reprends sa matière, tu l'as. Ouais, grave, j'adore. Mais non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en plus, je crois que c'est un très bon exercice, ou même des fois, quand tu as une panne d'inspi, d'aller décortiquer, d'aller analyser un son, d'essayer de retrouver ses notes. Et comme tu dis, tu t'appropries une matière qui a été formée par cet artiste à la base. Et du coup, tu vas déjà aller décortiquer tout ça. Ça te fait travailler l'oreille, ça te fait travailler ton jeu aussi. Et après, comme tu dis, tu as le kiff de manipuler cette matière-là du bout des doigts et de partir sur autre chose si tu veux, quoi. Donc trop bien. Donc ça, tu kiffais, c'était tes premiers, disons, tes premières armes sur FL Studio. Puis c'est génial parce qu'en fait, quand tu télécharges FL Studio, quand tu commences à le manipuler, en fait, t'as l'impression que tu vas aller faire direct de la musique, mais en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. En fait, le premier truc que tu vas apprendre, c'est je sais pas moi, mais qu'est-ce que c'est qu'un buffer ASIO, tu vois. En fait, quand tu ouvres un logiciel, tu as l'impression que tu vas... Et oui, t'arrives dans un monde... Tu vois, qu'est-ce que c'est que les drivers, en fait. tu sais, t'arrives avec des idées un peu... innocentes, quoi, tu vois, et en fait, tu te rends compte que tu vas te heurter à un truc technique ultra poussé, radical, et puis pas, c'est ça, quoi, pas du tout accueillant, quoi. mais du coup, voilà, c'est cool. Le premier truc auquel tu fais face, c'est les drivers ASIO, quoi, quand tu commences la musique électronique. Qu'est-ce qu'une carte son? Et ce genre de questions, quoi. Et puis après toute l'aventure, bien sûr, qui consiste à se faire perdre dans des chemins avec des réponses loufoques sur qu'est-ce qu'il faut posséder pour pouvoir en faire, quoi. Et voilà. À cette époque, tu travailles sur quels artistes? Qui est-ce que tu essayes de reproduire? Je pense que ce qui me faisait... ce que je trouvais intéressant à l'époque, ça devait être... la scène Banger, tu vois. Ouais. Parawan. Parawan. Même, en fait, Quentin Dupieux, Mister Oiseau. Et aussi... je cherche depuis tout à l'heure. Et aussi toute l'électro plus Riken, le label, c'était Skrillex. Mais ça c'est un peu plus tard, non? Quoique, peut-être pas tant. Ça commençait en fait, parce qu'en fait c'était vraiment tout début en fait. Ouais. C'était le tout début, je me souviens, j'étais en... En tout cas, Skrillex à l'époque, c'était scène plus vraiment bass music, je pense. Ouais, bass music, mais du coup, qui avait été hyper critiquée à l'époque parce qu'elle était considérée... trop très... FM. Ouais, trop... très numérique et très... puis très internet en fait, tu vois. Et les gens, je pense qu'ils avaient peut-être
En fait, il y a peut-être ça, il y a peut-être un peu de ça, c'est que les gens, ils avaient peur de ce monde-là, du Internet hyper rapide, hyper commercialisé, hyper et qui en plus qui a complètement écrasé la notoriété, je pense, de toute la scène bass qui existait à l'époque. Tu vois. Et voilà. Oui, en fait, ça donnait à avoir une vision de la bass music qui était pas forcément partagée par les pionniers du style. Et quand on voit maintenant qu'il y a une semaine, il y a eu un line-up de sorte de réunification, tu vois, au Bargain avec. Du coup, il y a eu Skrillex, il y avait Object, il y avait Amnesia Scanner. Je sais pas s'il y avait pas Floating Points. J'adore. Et non mais peut-être que je me plante. Hein. Mais en gros, c'est un peu différent. Incroyable de revoir toute cette énergie des anciens, hate, tu vois, qui revient en fait et qui est réadoublée par la scène, tu vois. Ouais. Ok. C'est intéressant. Et donc des choses un peu, en tout cas actuelles. T'es pas retourné diguer dans les classiques de la Chicago House ou autre. Je veux dire, t'étais sur des artistes qui étaient à l'époque de ton époque. Alors est-ce que j'écoute encore des artistes que j'écoutais à l'époque ? C'est ta question ou... Non, je disais, tu essayais de travailler, tu écoutais des choses de cette époque-là, quand tu faisais tes premiers morceaux. Voilà, bref, c'était pas une question en fait. On patauge un peu, mais on va s'en sortir. Ok, et donc tu bosses, tu progresses, tu te documentes sur la technique de l'utilisation logicielle, un peu de technique informatique aussi, comme tu dis, effectivement. On parle pas souvent de ce truc-là, mais c'est vrai que c'est un sacré frein. C'est peut-être un peu plus transparent aujourd'hui avec les logiciels. En fait, les choses ont été standardisées. Ouais. Et, au début, il y avait une sorte d'anarchie qui était à la fois belle et puis à la fois défrichage, en fait. Aussi. Et donc aujourd'hui, les choses sont standardisées. C'est facile de se former, etc. Mais oui, donc du coup, j'apprends à utiliser les logiciels, etc. Et parallèlement à ça, je fais du coup des études après le bac, qui sont des études que je choisis pas par défaut, mais un peu sur une non-existence d'autres choses à faire. J'avais besoin de faire de la physique, en gros, mais de manière un peu appliquée. Donc, j'ai fait un diplôme de mesure physique. Et ça a eu pas mal d'importance après sur comment j'ai envisagé les choses d'un point de vue aussi artistique, quoi, et musical, et voilà. Ok. Est-ce qu'on peut juste dire un mot sur la mesure physique ? Ouais. En fait, c'est toute une discipline de la physique consiste à mesurer les phénomènes qui tiennent place, tu vois, dans l'environnement. Ouais. Et tout ça est structuré et c'est une discipline qui en regroupe bien sûr plusieurs. Et chacune a ses phénomènes à étudier, quoi. Et donc moi je me suis... T'as continué là-dedans Alors, tu travailles là-dedans aujourd'hui ou c'était une erreur de parcours ? Voilà, c'est ça en fait. C'est que du coup, ce truc-là de mesure physique, tu vois, te permet d'aborder la physique sous toutes ses formes. Et moi, il y avait une des physiques qui m'intéressait beaucoup, c'était l'audio, le traitement du signal et l'acoustique. Donc je me suis dit, si ça se trouve, je peux aller dans ce truc-là et me retrouver à faire de la science, de la mesure du son un jour, quoi. Ça n'a pas été le cas tout de suite. C'est marrant quand même d'être passé par la porte physique pour traiter du son. C'est un peu extrême. Je pense, carrément. T'aurais pu te dire école d'ingé son. Ouais, mais il y avait aussi un espèce de truc où quand tu fais ce genre d'études, t'as une espèce d'assurance d'avoir un métier qui soit, avec des énormes guillemets, normal. Et comme moi, je viens d'une famille avec des parents qui n'ont pas fait d'études, justement, et qui voulaient absolument que leurs enfants fassent des études. Okay. Il fallait s'épargner de faire des études qui soient considérées un peu fantasques ou en tout cas qui sortent de l'ordinaire, tu vois, qui sortent de l'ordinaire et qui soient un peu risquées, quoi, tu vois, d'un point de vue dans ta vie après, quoi. Je capte. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait un truc un peu plus dur. Si on peut dire ça comme ça, mais avec toujours une espèce de bateau de secours, tu vois, même pas de bateau de secours, plutôt en fait avec une possibilité d'aller toucher ce que j'aimais vraiment, en fait.
Parce que pardon, je t'ai coupé, mais dès cette époque, du coup, on est à post-bac, en fait, tu sais que ça t'a touché au cœur et que tu veux que ça fasse partie de ta vie. Bien sûr, bien sûr, bah ouais, c'est ça. Okay. Mais faut que je trouve un moyen de tout, de m'assurer. Relier ouais, c'est ça. Donc je me mets dans ces études-là, je fais un peu de zik à côté, ça continue, c'est un peu dur de mêler les deux, parce que c'est quand même une version un peu allégée de la prépa, tu vois, si on peut expliquer ça comme ça. Mais donc c'est un peu, ça a sa petite intensité quand même. Donc il faut, j'imagine, oui, faut suivre et tout, quoi. Mais j'ai pas abandonné la zik et je continue à regarder, etc. Et je pars ensuite faire des espèces de stages aux US où je travaille vraiment dans le labo de mesure américain le plus fou, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'était cool? C'était super challengeant. Cool. Mais c'était surtout très bizarre de devoir endosser la peau d'un chercheur, tu vois, alors que j'avais que 2 ans de bac, en fait. Ouais. Et mais donc, bon, bref, je profite de cette espèce d'opportunité un peu ouf, quoi, pour... je me dis, bon, bah, c'est très bien, je vais faire ce truc-là de mesure physique pour y revenir. Et puis, je vais quand même utiliser l'argent que je gagne pour m'acheter des machines à côté. Okay. Et puis, on va voir comment ça se passe. Et donc là, en fait, pendant 1 an, ce qui se passe, c'est que je fais mon taf sur des microscopes à force atomique. Et parallèlement, je prends toute la thune que j'ai pour acheter des machines et apprendre. En plus, je vis seul, donc je peux avancer à fond dans la zik dès que j'ai du temps, quoi. Pendant que tu es aux States, pendant cette période de stage, tu vas choper le matos c'est exactement là-bas, ça, à Guitar Center. Okay. Et donc voilà, donc je produis. En tout cas, je me romps, tu vois, aux outils, quoi. Parce que c'est là où tu achètes tes premiers c'est hardware, en fait, oui. c'est ça, ouais. C'est parce que j'avais l'espèce d'idée que il fallait forcément acheter des vrais synthés pour avoir un son génial ou une technique géniale. Ok, mais c'est arrivé vite. Erreur, d'autres auraient pu rouiller ou continuer de craquer des plugs sur Fruity. En vrai, ça aurait peut-être pas été mal, hein, mais c'est juste que y a des choses que j'aurais aimé comprendre plus vite, quoi. Mais c'est bien aussi de se planter. Hein, c'était tout le processus. Alors t'achètes quoi à l'époque? À l'époque, alors c'est bizarre, hein, tu vois, je suis aux US et pourtant j'achète un Arturia Mini Brut parce que je vais acheter un truc français. Je sais pas pourquoi. Non, je pense que c'était pas très cher. Français, c'était pas très cher. C'était un mot du coup magique à l'époque qui était analogue, tu vois, mais qui est un peu ridicule, quoi, comme en définitive. Mais bon, c'était surtout, en fait, c'était aussi l'occasion d'avoir un rapport charnel à la musique, tu vois, à l'instrument. Et ça, je l'avais pas eu, tu vois. Et quand t'es forcé de travailler sur ordinateur sans moyen sans interface, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, c'est magique parce qu'en fait, tu peux toucher du son pour de vrai, quoi. Et donc voilà, ça. Donc là, t'es trop content, t'hallucines, tu fais des nuits blanches sur ton nouveau synthétiseur. Totalement. Ouais, la science des microscopes à force atomique n'a pas du tout avancé pendant 1 an à cause de ça, quoi. Pas grâce à toi, en tout cas. Ouais. Mais par contre, j'ai bien poncé le mini brut, du coup. Yes. Et tu le ramènes en France? Ouais, je ramène tout en France. C'était 2 mois, t'as dit, le stage? Non, c'était 1 an. 1 an, oui, d'accord. Ouais. Donc je ramène tout en France. Et puis là, je me dis, je m'installe du coup avec un pote à Clermont. Et ce pote, lui, a fait son chemin de son côté. C'est un gars que je connais depuis très longtemps. Et il s'implique dans l'organisation et la direction artistique et tout ce qu'il y a à faire dans le club 101, qui est le club de musique électronique de Clermont, tu vois, de la ville où j'ai fait mes études. Et c'est toute une phase aussi que j'ai occultée, mais pendant mes études, il y a aussi la découverte de ce club, en fait, qui est totalement fondatrice, tu vois, pour tout le rapport que j'ai à la musique électronique, notamment grâce à toute la prog qui était mortelle à l'époque. Donc il faut s'imaginer qu'on est en 2012, tu vois, et qui est
prise en charge par Boris, aka Sirob, qui est le résident du club. Tu vois. Ok. Donc, ce pote, du coup, qui a mon âge, qui n'est pas Sirob, qui est du coup Félix Valette, aka XL, s'implique dans le club et du coup, en fait, on est toujours fourré là-bas, quoi. On écoute tout ce qui passe. On y est tout le temps. Ouais. On écoute tout ce qui passe. On organise. Donc, parce que lui, il crée son asso. Du coup, moi, je suis dans l'asso aussi. Donc, on organise. Moi, je joue souvent du live. Ok. Sous mon premier projet artistique qui s'appelle Odenix. Et voilà, donc c'est du live. C'est assez techno, mais c'est tourné vers l'harmonie quand même. C'est mélodique, techno-mélodique, on pourrait dire, quoi. Ok. Donc déjà, t'avais déjà trouvé un petit setup qui te permettait de construire un setup live et de tenir 3/4 d'heure, 1h et demie, voire plus, devant des gens. C'est ça. Donc il y a eu un gros gap en 2 ans, quoi. Ouais. En fait, un an aux States où t'as fait des nuits blanches. Puis surtout que je viens de me rendre compte que j'ai oublié quand même une année qui est très importante entre les c'est pas facile de replonger dans son histoire. Non, mais parce que tu vois, c'est les trucs qui. Puis moi, je pense que je suis un peu. Peut-être un peu de trouble de l'attention ou tu vois, je sais pas. Bref. Du coup, en fait, avant d'arriver à Clermont, je passe 1 an à Rennes. En revenant des États-Unis, et là je fais le truc que j'aurais dû faire en fait dès le début, c'est que je fais une année de musicologie, avec zéro connaissance de ce que c'est que le solfège ni tout ça, tu vois, mais avec une énorme envie, tu vois, d'apprendre, et avec des professeurs qui sont là pour répondre à ces envies, pour donner et pour répondre à toutes les questions. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu des profs aussi bons et inspirants que eux là-bas. Et en 1 an, j'ai rattrapé pas tout, mais j'ai rattrapé énormément de retard que j'avais en solfège. Toute l'histoire de la musique et de l'anthropologie de la musique. C'est super ça, je suis désolé. Parce qu'en musicologie, il me semble que c'est presque anthropologique. En fait, tu t'intéresses à la musique de Bali, à la musique africaine. Ouais, c'est complètement large. C'est très anthropo de dire il existe ça. Ouais, bien sûr. Comment on classifie tous les instruments du monde. Ça, c'est l'organologie, c'est ça. C'est la science des instruments, comment elle est faite. On a eu tout un cours d'ethnomusicologie, c'est comment la musique est représentée dans toutes les cultures. Et notamment un super cours sur la trance de possession, hyper intéressant. Après de la formation musicale et de l'écriture et la pratique, quoi. Mais donc il y a de la formation musicale théorie classique, quoi. Ouais, vraiment. Du quatuor à cordes, voilà, quoi. Harmonisation. Ah oui, donc putain, t'as dû douiller un peu, quoi, cette année-là, mais t'étais super motivé, quoi. Ouais. Ah ouais, c'était top, quoi. Tu t'es mis à fond là-dedans. Franchement, à n'importe qui s'intéresse un peu à la structure harmonique de la musique. Même de s'inscrire en candidat libre dans une fac. Faut pas hésiter une seule seconde, c'est génial, quoi. Surtout pour les autodidactes qui ont la sensation de ne pas avoir peut-être assez de cordes pour envisager des compositions avec la théorie musicale de base. En fait, c'est avec un peu d'envie. De toute façon, je veux dire, n'importe qui produit a de l'envie, donc on peut très facilement imaginer que ça pourrait convenir à beaucoup de monde, quoi. Carrément. On prend le conseil. Ouais. Et à cette époque-là, donc on repart 1 an plus tard à Clermont, au 101. Quel était ton setup un peu de l'époque et comment tu décrirais ce que tu faisais un peu à l'époque? Quelle était un peu la recette, le style? Est-ce que tu peux nous en dire? À l'époque, du coup, le setup, c'était synthé, donc le Mini Brut qui était toujours là. Ouais. Parce que malgré tout, quand qui même, avait traversé l'Atlantique. Je te rapproche un petit peu ton mic. Donc il y avait le Mini Brut. J'avais un nouveau synthé qui était un Virus. Mythique de la, comment on pourrait dire, de toute la musique électronique des années 2000. Ouais, carrément. Et de la scène un peu aussi qui émergeait de l'époque, qui était la scène un peu
pas Electroclash, mais comment dire, si Electroclash 2.0, non, attends. Un peu genre Kabambino, ce genre de truc électropunk. Ouais, non, alors je me plante, mais toute la scène, allemand, en gros, la nouvelle scène techno, en fait, tout simplement. Ok. Quasi Indus, tu vois, qui était représenté à l'époque par Bromance, le hacker, tu vois, qui était là avant. Mais oui, ok. cette scène un peu synthétique, en fait, et un peu vénère, quoi. Et donc il y avait ça, il y avait un vrai piano du coup. Du coup mon piano de musicologie, quoi, tu vois, qui était l'espèce piano d'études. Des trucs, quoi, tu vois, qui avait des sons que je pouvais utiliser un petit peu. Électronique, pas piano droit. Non, qui était piano, pas piano droit, mais un piano numérique, si tu veux. Numérique, Enfin, super classique, quoi, avec 6 sons, mais un son de Rhodes qui est super bien, tu vois, et du coup tu découvres ce que c'est que le Rhodes, tu vois, et là tu fais waouh, mais c'est génial ce truc. Et il y avait aussi du coup une harmonica qui était un cadeau de ma copine de l'époque, et qui passait dans une reverb, en fait, donnait un côté complètement magistral à certains trucs, tu vois. Et du coup, c'était techno-harmonica, quoi. C'était... Ok, génial. Je vois à peu près le truc. Bon, c'était spécial, mais moi, je trouvais que ça marchait bien, en tout cas. Tu peux faire des genres de sirènes. Bah ouais, carrément. Franchement, il y avait grave moyen de faire des trucs avec ça. Génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Et t'avais bossé des morceaux, t'avais bossé un set ou c'était full impro? Non, c'était carrément bossé, ouais. C'était t'avais des structures définies. C'était l'ordinateur pilotait tout, si tu veux. Okay. Et moi, je jouais et j'avais des séquences. En fait, c'était du 50-50 entre... Il y a des séquences qui jouent des notes et je règle les grains de ces machines. Ouais. Et ou alors je joue les accords et voilà, il se passe ce qui se passe. Et tu joues en direct, quoi. Ouais. Et voilà. Ok, et tu sors des morceaux de cette époque, à l'époque, je sors des morceaux, mais c'est des morceaux comme ça qui sortent sans label, tu vois, c'est juste des trucs sur les réseaux directs, quoi. Sur MySpace. Ouais, c'est ça. Non, ça n'existait plus. Plus déjà. Ouais, du coup, c'était des morceaux qui sortaient comme ça. Et, SoundCloud ou... Ouais. Mais du coup, j'ai fait quelques bons lives. T'as joué ailleurs que dans ce club de Clermont? En fait, oui, à des festoches. Ok. À des festoches, mais le projet s'est en fait arrêté quand j'ai déménagé à Paris, en fait, qui était un truc d'opportunité de boulot où en gros je me suis dit vas-y, c'est peut-être l'occasion de monter à Paris, et en fait ce projet Eudénix il s'est arrêté au moment où je suis monté à Paris, où d'ailleurs en fait je commençais à écouter vraiment de la musique, en fait je commençais vraiment à écouter de la musique électronique, à en écouter beaucoup, parce que ce projet là qui était clermontois, en fait il était aussi l'image de moi qui n'avais pas vraiment le temps de deep dive dans toute la scène, de comprendre vraiment les esthétiques, pourquoi elles sont là, pourquoi est-ce qu'elles ont émergé dans quelle ville, dans quel pays, etc. Et une fois que j'ai un peu plus pu me jeter dans ça, voilà, là j'ai plus décidé, en fait là je vais faire un projet que je vais centrer vraiment sur une esthétique, parce qu'en plus c'était un peu gazeux, si tu veux, ce que je faisais à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de colonne vertébrale, en fait, qui lui donnait un truc. Il n'y en a pas peut-être forcément plus aujourd'hui, mais en tout cas, le truc, c'est d'avoir avoir écouté assez de musique pour pouvoir choisir ce qu'on veut en faire, et ce qui nous plaît, ce qu'on a envie d'aller justement toucher, quoi. Ouais. Oui, et puis avoir identifié les influences que tu manipules, savoir que tel type de son... En fait, il y a tellement de musique à connaître. Une esthétique... Tu peux pas directement choisir, moi je vais faire de la jungle hyper rapide, influencée par la scène de Kyoto, tu vois. Tu vois, c'est assez difficile de se dire à 22 ans que tu vas te lancer dans exactement ce truc-là, quoi. Parce que, en plus, surtout quand t'es assez... quand t'as un côté un peu isolé, je veux dire, quand t'es pas dans une ville où il y a 40 mecs autour de toi qui font de la prod. C'est ça. Parce que ça restait une petite ville, du coup. Et donc,
t'avais pas forcément de crew de house ou de crew de techno dur, même si encore que il y en avait, mais tu vois, c'était puis bon, il y a des rave parties. Et puis j'avais pas découvert. Ouais. Mais surtout, il y avait pas la musique qui m'a fait complètement vriller, qui était l'électro, quoi. Le revival électro breaké. Moi, c'est ça qui m'a vraiment mis à pied à l'étrier pour mon projet actuel, qui est Métrologue. Ouais. Notamment avec quel genre de des artistes comme Voiron, sur le label Nocta Numérica. Donc à l'époque, mais d'ailleurs Voiron qu'on avait fait venir à Clermont, tu vois. Okay. Donc il y avait un peu déjà des prémices, tu vois, juste avant de bouger à Paris. Mais voilà, il y avait quand même ce truc de découvrir l'électro, le break, tout ça. Et ça, quand je l'ai découvert, ça a été une vague. Ça m'a ravagé, quoi. Là, t'étais bouche bée. Ouais, carrément. Là, devant le son. C'est ça, ouais. Et là, j'ai commencé à vraiment aller chercher loin, à chercher vraiment dans les labels. Ok. Tu saurais dire un peu comment s'est construit cette musique dans le temps. C'est une question difficile, hein, si tu veux, on la coupe. Mais ah ouais, non. Est-ce que tu saurais dire un petit peu, identifier de quoi ça s'inspire, d'où ça vient? C'est hyper riche. C'est la scène UK quand même. Ah ouais, non, je pense que c'est même plus compliqué. Enfin, moi, comment je le comprends, c'est encore plus compliqué que ça. Pour moi, il y a la musique de Kraftwerk, donc plus large, mais la musique allemande électronique qui se déplace, qui est utilisée par la musique américaine underground de Détroit. Et donc qui est réutilisé pour le mettre dans un contexte qui se rapproche de les musiques syncopées de l'époque, qui sont un peu le rap et les choses comme ça, et qui du coup prend une dimension un peu aussi avec des univers scientifiques. Du coup, il y a Drexia, Underground Resistance. Une culture pas mal dansée aussi, tu sais. Ouais, on voit ces images dans les documentaires, des dimanches après-midi où ils allaient danser sur les mix de Dr. Dre. Alors, c'est pas le même endroit, mais je revois ce genre de truc. Ouais, donc en fait, pour moi, tu aurais genre l'espèce de truc, mais purement synthétique, tu vois, allemand, assez froid, qui est réutilisé en fait par. Et qui est même. Qui est approprié. Qui est approprié, tu vois, par les scènes américaines, et qui réinspire du coup les gens en Europe. Et tout ça tourne, tu sais, on fait une espèce de tourbillon, tu vois. Et après, je sais pas, je suis pas non plus un spécialiste, mais pour moi, l'électro au sens breaké, breakbeat, elle est conçue vraiment aux États-Unis avec des gens à Détroit, avec une sorte quand même d'inspiration du coup allemande, mais avec recontextualisé, tu vois, dans la musique de danse de l'époque, etc. Tu vois. Par la culture aussi, je sais pas si c'est le bon mot, mais afro-américaine, avec toutes les influences aussi qu'ils ont avec eux. C'est ça, bien sûr. Et tout le mix et la richesse qu'ils intègrent au-dessus de ça. Ok, et là on est en quelle année à peu près? C'était il y a quoi? Il y a 10 ans? Ton arrivée à Paris? Mon arrivée à Paris, c'était en 2017, je crois. Ok. Comme ça. Donc voilà. Et donc là, j'imagine que tu pars pas tout de suite sur le projet Métrologue parce que. Quasiment en fait. Ouais. Quasiment. Je me dis que faut que j'arrête. Je balaye un peu ce que j'ai fait avant et je me dis là il me faut un projet neuf, un projet d'électro. Tu tournes une page. Je veux avancer dans ça et je commence un peu aussi à rationaliser mon setup. J'achète d'autres machines, mais j'en revends certaines. Puis je commence à être au niveau du hardware assez pas très expansif, si tu veux. Genre je commence à me dire il me faut peu de machines, mais des très bonnes machines, ou en tout cas des machines que je peux manipuler facilement, qui se transforment rapidement en musique, quoi, tu vois, qui transforment rapidement les gestes en musique, quoi, en fait. Ouais. Et donc parmi elles, il y a du coup, je sais pas si on part dans le matos, mais en gros, t'as l'Electron Analog Keys, qui pour moi est une machine que j'ai encore aujourd'hui, qui est la plus proche de moi quand je fais de la musique. Et c'est vraiment une machine formidable, avec une qualité de son qui est donc déjà super, mais en plus une qualité de rapport, tu vois, au toucher qui est
hyper une bonne. ergonomie. Hyper bien. Ok, c'est marrant, tu vois, j'ai vu ce clavier dans une de tes vidéos et je savais même pas qu'il y avait un synthé clavier chez Electron. Ouais. Il est super rare en fait. Ils l'ont arrêté, ils en ont fait 1000 et puis ils se sont dit on arrête ce truc là, personne ne les achète, il y a que des weirdos qui achètent ça. Et alors qu'il est trop bien. Il est super bien. Puis en fait il a le format qui est génial quoi, mais le même format que tu peux trouver les Prophet 6 ou les OBS, genre tous les séquentials ou les Oberheim. Ok. Ouais, moi Oberheim un peu plus gros, mais tous les séquentials pour moi qui ont la taille vraiment parfaite d'un synthé. Sont sur ce format-là. Quelques octaves, des petits Rotary. Un bouton, une fonction. Ok, et on était sur le setup. Et donc, tu rationalises ton setup. Donc, je rationalise mon setup et puis je commence à produire. Et puis je commence à me dire, ça serait peut-être temps que je trouve des sorties sur des labels, tu vois, des gens qui existent, quoi. Et donc là, il y a le premier label que j'arrive à choper, donc c'est forcément une sortie Various, tu vois, donc c'est un truc qui mélange beaucoup de bandes. C'est un peu... Une compilation. C'est ça, une compilation sur Vernacular Records. C'est un label parisien qui est pareil, très, très breakbeat, très électro. Donc je sors mon premier morceau là-dessus, donc c'est une grosse... un gros achievement à l'époque pour moi parce que c'est un peu la quête de la légitimité aussi quand tu arrives à faire à passer ce pas, c'est comment ça se passe? Il y a un morceau dont tu es particulièrement fier et confiant et tu la renvoies. Ouais, c'est ça, je l'envoie à ce gars, puis je découvre aussi qu'à Paris tu peux si tu commences à sortir à tel endroit, c'est facile en fait de faire des contacts avec les gens. Et en fait tout ce truc qui était très villageois, tu vois, à Clermont, en fait fait que tu rencontres en fait c'est juste que la taille en fait est plus petite, donc tu rencontres des nouvelles personnes moins facilement. Or à Paris l'offre est tellement gargantuesque que forcément tu vas trouver quelque chose qui te plaît exactement et tout le temps, quoi. Tu vois, toutes les semaines il y a un truc qui te plaît exactement. En tout cas à l'époque c'était le cas. Et donc direct j'ai commencé à fréquenter les gens de ce label et voilà, du coup à un moment donné c'était évident que tu vois il y aurait un morceau qui serait pertinent en fait, tout simplement. Yes. Et du coup c'était quoi, 2-3 ans après ton arrivée à Paris? Non, c'était je sais pas, 5 mois après, un truc comme ça. Ok, hyper rapide. Ouais. Ouais. À ce moment-là, du coup, t'as un home studio, t'as installé tes synthés chez toi et t'as une pratique très très régulière. Ouais. Et alors bon, je vais pas m'étaler sur le truc, mais en gros, j'habite pas tout à fait à Paris dans un premier temps. J'ai un peu un taf dur à l'usine, un taf d'usine en tout cas à l'extérieur de Paris, puis à un moment donné, genre quelques temps après, je viens dans Paris, mais oui, j'ai mon studio chez moi, je compose depuis chez moi, et puis c'est ça, quoi. Dès que j'ai du temps, je me mets sur les machines et je travaille. Ouais. Et c'est un truc un peu de besogneux, tu vois, où les fruits de ton travail sont peut-être pas à la hauteur des heures que tu passes dessus, mais en fait, ça a une valeur tellement... pas thérapeutique, mais ça a une valeur tellement de bienfaits en fait pour soi, de travailler, tu vois, à quelque chose quand tu comptes pas, tu t'y jettes, tu vois, et puis tu travailles et puis tu progresses un petit peu, quoi, mais tu progresses, quoi. C'est ça qui compte. J'aime bien l'expression de besogneux. Je vois bien, elle est lourde de sens et d'image, quoi. Ok, trop bien. Et donc une première sortie sur cette compile avec Vernacular. Ouais. Et puis tu continues, j'imagine. Du coup, t'es saucé. Ouais. Du coup, après, je continue. Puis je fais quand même comme ça des Various. Je fais beaucoup de morceaux en fait, mais j'en sors très peu. Mais ceux qui sortent, ça marche bien du coup. C'est pour ça qu'ils sortent peut-être. Tu fais comment? Tu leur fais écouter un peu plusieurs trucs et puis ils viennent piocher dedans. C'est comme ça. Les labels indés en musique électronique, c'est les gars reçoivent 80 démos, ils piquent ce qu'ils ont envie et puis ça fait un Various et ça part, quoi. Ouais. Mais donc, je veux dire, toi, tu leur envoies une track
par une track où tu leur dis voilà les 5 dernières que j'ai faites ou les... Non, parce que moi j'ai un gros problème de pareil, de légitimité toujours, mais donc à l'époque en tout cas j'y vais avec des pincettes, je dis dis donc voilà, donc j'ai si fait ça ces ne vous morceaux, dérangerait je l'envoie à 10 labels, tu vois, pour moi ce qui est un nombre incroyable, tu vois, mais en fait c'est ridicule, tu vas l'envoyer à 10 labels et tu vois et je reçois des fois des retours un mois et demi après, ou enfin tu vois. Mais bon, tu vois, c'est des moments par lesquels il faut passer, tu vois, les hésitations, etc. Donc finalement, un autre morceau sort donc du coup par cette manière-là, tu vois. Et donc c'est le label de Théo Muller qui l'a créé il y a pas très longtemps, enfin qui venait de créer à l'époque, qui s'appelait Crax, qui a un label qui est toujours actif aujourd'hui, qui sort toujours des trucs hyper bien, que je conseille vraiment à tous d'aller checker. Et donc je sors sur je sais pas, ça doit être la première ou la deuxième compile, et moi ça me faisait complètement rêver à l'époque parce qu'il y avait des mecs comme Voiron qui étaient sortis dessus, donc moi que j'adore, tu vois. Et il y avait Miyako aussi, enfin tu vois, moi c'était complètement fou, tu vois, de sortir au milieu de ces gens-là. Alors que bon, l'échelle, tu vois, c'est vraiment juste une compile sur internet, quoi, tu vois. Mais bon, c'est des étapes qui pour des gens peuvent être importantes, tu vois, enfin peuvent être ouais. Donc je suis content, et puis bah voilà, j'ai enchaîné comme ça les morceaux sur les compiles. Bon, je vais pas tous les faire, tu vois, mais et il y en a eu plusieurs. Ouais, c'est ça. Il y en a eu pas mal. Et est-ce que tu es là dans l'optique de commencer à travailler un EP ou un album ou un live est-ce qu'il y a un objectif ou maintenant? Là, à cette époque, est-ce qu'il y a un objectif, ou est-ce que c'est juste que tu rentres chez toi le soir après le taf et tu taffes, tu continues ça, ouais. Non, c'est grave un objectif, mais en fait, des ensembles de morceaux pour les proposer à des labels sous forme d'EP, j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai sorti très peu, parce que soit tu te rends compte que tes morceaux vieillissent et tu commences à les haïr, soit tu te rends compte que voilà, tu veux passer à autre chose. Enfin non, c'est la même chose en réalité, mais en gros, tu continues à travailler, et voilà, quoi. Mais oui, bien sûr, l'envie de faire un EP à l'époque. Et du coup, comme je n'ai pas forcément réussi à faire que ce truc-là émerge, j'ai pris mon temps pour attendre que ça se présente. Et en fait, ce truc-là s'est présenté une fois que j'avais quand même bien passé des heures derrière les machines, etc. Et que en fait, c'est devenu une évidence. Pour arriver du coup au projet de ce début d'année qui est sorti du coup sur Human Disease Network. Club Metrix. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Du coup, EP 4 titres. Ouais. Sur Human Disease Network. Ok. On arrive là-dessus. Alors, pour toi, qu'est-ce qui a changé par rapport au... Tu disais que tu avais fait d'autres ensembles de morceaux que tu as rapidement... que tu détestais assez rapidement. Et pourquoi tu penses ? Parce que tu progressais en fait assez vite, ou tu cherchais encore un truc, et pourquoi est-ce que tu... en fait, aussi le truc de ce rapport-là avec tes anciens morceaux. Non, mais c'est qu'en fait, tu crées des ensembles de morceaux, tu produis et tu proposes. Si ça marche pas, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui va forcer, en fait, c'est ça en fait, qui va forcer qui va forcer la porte, quoi. C'est ça, pas du tout, quoi. Genre moi, si c'est pas bien, et que si c'est pas si c'est pas assez bien pour déclencher un intérêt tu vois, assez gros, moi je continue à travailler, tu vois. Je vais pas passer mon temps à taper chez... Ouais. C'est pas accrocher des jambes. C'est ça. Moi, je préfère passer 3 heures sur un piano qu'une demi-heure à faire des mails, quoi. Donc, ouais. Ok, et du coup, sur Club Metrix, comment t'as travaillé ? Comment t'as travaillé d'une manière générale ? Donc, Club Metrix, c'est arrivé quand j'ai eu du temps. Donc, forcément, comme tout le monde... autour du confinement, tu vois. Pendant, avant, après, je sais pas. En tout cas, ça a été la conséquence de cette grande période de temps que certains ont eu. Et du coup, je me suis dit que j'allais travailler sur un EP, que j'allais faire un truc costaud, mais que
pour y parvenir, j'avais besoin de plusieurs choses. C'était déjà de ne pas le faire tout seul. Je pense que j'avais besoin de travailler avec quelqu'un. Donc, pour construire un concept et construire un concept EP qui puisse puisse intégrer dans le projet que j'avais, qui était quand même espèce de truc avec une musique électronique qui soit empreinte un peu de sound design, qui fasse référence de près ou de loin à des concepts scientifiques ou à des, tu vois, c'est lié tout ça, quoi. Et donc je me suis dit que je veux construire un EP, mais je veux pas le construire de n'importe quelle manière. Je vais me poser et je vais réfléchir avec un pote pour construire un projet à deux et construire quelque chose de solide qui raconte quelque chose et qui soit intégré dans le projet que j'ai. Donc ce pote du coup en question, c'est un pote qui fait de la linogravure depuis un moment, qui est en fait plus un artiste graphiste, quoi. Et on s'est tous les deux réunis pendant pas mal de mois pour créer cette espèce de concept d'EP qui serait de prendre la fête et d'en mesurer ces artefacts, quoi, ces étapes caractéristiques qu'on pourrait déplier dans une série, quoi, ou dans un cercle, on sait pas trop, quoi. Donc le but c'était de faire un EP. Ok, du coup vous échangez tous les deux sur ce concept-là, toi côté musical, lui plutôt côté visuel, donc Lino ou Lito, je confonds toujours un peu. Linogravure. C'est comme ce que tu as vu dans ta salle de bain. Le lino. Mais c'est ça, ouais. Et en fait, vous vous donnez un peu un terrain commun de recherche tous les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en fait, le fait de créer une histoire, en fait, nous incite, tu vois, à aller de vraiment creuser sur qu'est-ce qu'on a envie de dire, et qu'est-ce qu'on expérimente nous, en fait, dans notre vie. Ce qu'on expérimente le plus, c'est la fête. Donc, on va essayer de la raconter, puis se poser des questions sur à quoi ça correspond, tu vois. Comment on peut la déplier, cette fête, qu'est-ce qu'elle nécessite. Et pour revenir du coup à tout le projet qui est métrologique, sciences de la mesure, tout ça, en fait cette fête, elle est dépliée en plusieurs domaines domaines de la science, ou du moins grandeur physique, on appelle ça. Ouais. Les 4 étapes de la fête du coup qu'on a essayé de raconter, elles sont vues par des angles suivants. D'abord, c'est mesure du temps. Ensuite, c'est mesure de volume et d'espace. Mesure de température. Et enfin, mesure de tension, intensité et la dualité qu'il y a entre les deux, quoi. Ok. Donc, je me rappelle pas exactement les titres, mais je revois que ça correspond du coup aux 4 morceaux. Voilà, c'est ça. Ça correspond aux 4 morceaux. Et côté visuel, il faut avoir vu l'objet physique pour le voir. Parce que du coup, moi, j'ai écouté, tu vois, sur Spotify. Ouais, c'est que ça fait carrément... ouais. Et on a... j'ai pas eu ce côté visuel, du coup. Ouais. Je suis bête, j'aurais dû venir avec, en fait. J'aurais dû te les donner. On s'est dit... On se reverra, je vais... Et en fait... On se disait avec Paul qu'il fallait qu'on vous prévienne, qu'on vous dise de ramener des trucs à montrer, ça aurait été cool. Mais pas de souci, tu peux parle-en nous, surtout pour les personnes qui écoutent ce podcast sans la vidéo. Bah oui. Donc oui, en fait, on a créé le but c'était de créer un EP, donc de faire un EP, mais qui soit pas un EP digital. En fait, c'était l'objectif était aussi de faire un objet physique qui soit une sorte de totem pour s'approprier l'objet artistique qu'on a, quoi. Donc passer par la linogravure, c'était parfait parce que lui il maîtrise ce biais-là, enfin ce moyen-là, c'est ça. Et ça permet de raconter un peu en abîme ce qui existe juste dans le concept et aussi dans la musique.
Voilà, puis ça permet de l'envoyer de le partager, quoi, de le diffuser. Et du coup, c'est quoi? C'est une impression, en fait, c'est une technique d'impression. Hein, alors, c'est tes pochettes qui sont imprimées avec ces linos, avec ces œuvres. Alors, en fait, c'est donc la pochette, non, c'est une impression classique. Par contre, on a des linos numérotés qui sont vendus dans le paquet. Ok, trop bien. Et ouais, franchement, c'est hyper beau. Hein. Franchement, c'est mon truc. Mais t'achètes 2 œuvres d'art en achetant cette. C'est un peu ça. Ouais, c'était un peu le délire. Et en fait, donc il y a 4 linos par édition qu'on vend du coup. Donc en fait, quand on achète le vinyle, on a 2 œuvres d'art. On a le côté vinyle et 7 linos. Un exemplaire ou du coup c'est les 4 dessins. Donc l'édition physique, elle a 4 exemplaires. Les exemplaires qui sont vendus, donc c'est des sérigraphies. C'est la technique en fait qui est vraiment employée pour ancrer les papiers. C'est la sérigraphie, donc c'est sur un cadre. Mais le dessin, lui, il a été créé en creusant dans le lino. En fait, il y a plein de médiums qui ont été utilisés, tu vois. Donc ça part c'est un style de gravure. Voilà. Reconverti ensuite. Donc c'est monochrome. Faut imaginer. Sérigraphié, donc graphié en série. Ouais, c'est ça. Comme le mot l'indique. Donc il y en a 100 exemplaires et là il en reste un peu plus d'une dizaine, mais c'est un peu la fin. Ok, bientôt sold out. Ouais, bientôt, ouais. Trop bien. Trop chouette concept. Toi, on n'a pas trop parlé de ça, mais t'es resté à fond. Du coup, t'as suivi après tes études, t'es resté passionné de physique, de mesures. Eh ben oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est que je voulais utiliser. En fait, je voulais pas parce que je l'avais pas choisi par hasard. En fait, tu vois, cette discipline scientifique, et elle m'intéressait. Et je trouve qu'elle a plein de qualités et elle permet de s'approprier des concepts qui sont, des phénomènes, tu vois, en donnant des valeurs, tu vois, des qualités. Et donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser ce truc qui est en fait un boulot, tu vois. Donc le boulot, c'est pas la folie, tu vois, des fois le taf. Donc moi je vais faire en sorte de rajouter un peu de poésie dans ce truc-là, pour que même au quotidien, tu vois, ça me serve et que j'y vois aussi d'autres choses, quoi, tu vois, dans ce boulot. Ouais. Donc, mais j'ai mélangé le boulot que je fais avec la musique que je produis. Et puis ça me permet de m'en amuser aussi un peu, quoi. Et du coup, vous êtes allé faire des mesures vraiment dans les teufs ou pas? En fait, nous, avec Spot là, et donc le gars dont je parlais un peu plus tôt, là, qui était au Club 101, on a un festival tous les ans qui s'appelle Undergrange Résistance. Et donc chaque année, c'est un peu toutes les disciplines de construction d'un festival s'y emploient, tu vois. Et chaque année, il faut préparer le timing de l'événement, tu vois. Il faut mesurer les espaces qui vont il faut faire la mesure des espaces où vont se dérouler les activités. Il faut mesurer un DJ booth, il faut prévoir des volumes de litres de bière, il faut dérouler des mètres de guirlandes, tu vois. Et ensuite, une fois que tu vois, on est en plein dans le festival, y a un côté fournaise, tu vois, qui en ressort. Et ce festival, il y a eu des éditions dans lesquelles dans le comment on dit, dans le main stage, grange principale. Ouais, dans la grange principale, il y avait un four à pain, tu vois. Ouais. Donc d'où l'idée aussi de température qu'on a mis dans ce truc de Club Metrix, tu vois. C'est vachement inspiré de ton expérience avec sur ce festival et sur la fête en général, bien sûr. Et la dualité tension intensité et la rupture entre les deux, tu vois, c'est une manière de la faire partir un peu ailleurs aussi, cette fête, et de la transformer en autre chose. Et la métrologie, du coup, ça a permis de faire la colonne vertébrale, de raconter cette fête en musique et en linogravure. Et voilà. Je bois tes paroles, je trouve ça trop classe, vraiment trop bien, très, très poétique et avec un gros côté geek qui me parle bien. C'est quoi la métrologie, tu peux... Ouais, la métrologie, c'est la science de la mesure, c'est la science et donc qui vient du mot mètre, tu vois, qui est l'unité de base que tout le monde
voit au quotidien. Mais des unités, il y en a des beaucoup plus fantasques. Tu vois, il y a le Candela, par exemple, qui évalue à quel point ces lumières sont luminescentes. De la lumière, d'accord. Les pouces. Il y a les pouces, tu vois, si tu vas aux US. Et bah voilà. Ouais. Oui, il y a plein d'unités de mesure adaptées à différentes matières. Elles servent à ce qu'on se figure notre monde, en fait, ces unités de mesure. C'est ça aussi, c'est avoir un rapport au monde. Et en fait, c'est un peu comme la musique, tu vois. Voilà. J'adore. Merci pour tout ça. Et Rewind, parce qu'on est parti sur Club Metrix et moi j'avais envie de parler du remix que tu as fait pour Roman Santarelli. Ouais. C'est une personne que tu as rencontrée. Comment t'es venu à faire ça? À Roman, on s'est rencontrés à Clermont. Donc, dans la grande époque du 101, etc. Elle commençait son projet. Elle est clermontoise ou... Elle est clermontoise, oui. Okay. Peut-être pas forcément exactement, mais ouais, elle est du coin, quoi, en tout cas. Roman, si tu nous écoutes, on t'aura sur le podcast. Ah yes, ouais. Je vous le souhaite. Et si tu la connais, tu pourras nous aider à faire venir. Pas de souci. Donc Roman, c'est marrant parce que moi, je commençais à faire de la zik depuis un petit moment à Clermont et elle débutait plus que moi à l'époque. Et bon, maintenant, elle est complètement... elle a bien avancé. Elle a bien avancé, ouais. Elle tourne, elle a un super show. Elle a énormément de projets qui arrivent là avec... notamment un projet de théâtre qui reprend en 1984 de Orwell sous l'angle du personnage de Julia qui... Moi, je suis convaincu que ça va être... Tu as vu ça a fait un banger. C'est pas une sortie, c'est carrément une pièce de théâtre. Oui, mais je veux dire, elle tourne, elle a déjà tourné ou c'est encore en cette pièce, non, c'est en production. En cours de production. Il faut surtout pas en parler d'ailleurs. Non mais ouais, cet épisode sortira un peu plus tard. Ça a été annoncé et c'est ça. Je voulais dire, t'es allé voir une répète ou quoi, ou t'en as juste parlé avec elle? Je ne peux pas dire. Allez, ça marche, on passe. Mais et donc oui, donc Roman à l'époque, je me dis vas-y, c'est une meuf qui commence dans la musique, vas-y, je vais lui filer un coup de main. Et parce qu'elle était, elle demandait aussi, genre. Bref, je sais plus comment la rencontre s'est fait, peut-être par le directeur de la SMAC de l'époque du coin, je crois. Et bon, ou peut-être par un pote. Bon bref, en fait, on sait pas si on s'en fiche un peu. Elle était fascinée par ton harmonica. Ouais, je sais pas. Quand tu l'avais lâché à l'époque. Pas sûr, mais en tout cas, moi, j'avais grave envie de l'aider parce que, je sais pas, j'avais envie d'aider. J'étais entouré de mecs à l'époque, tu vois, puis aider une meuf, tu vois, c'était un plaisir, quoi. Bah ouais. Et donc, elle est venue à l'appart, on a regardé Ableton et comment elle faisait son live, et elle savait déjà faire beaucoup de choses. Mais du coup, cette relation un peu d'aide artistique, tu vois, elle s'est poursuivie au fil des années, et on a, quand elle a vraiment décollé et tout, moi on vivait plus dans la même ville et tout, mais bon, garder contact et tout, et moi j'ai toujours eu envie de bosser avec elle sur de la musique, mais j'ai pas trop eu l'occasion parce que sa musique, elle diverge un peu de la scène vraiment underground. Elle est très tournée vers la danse et la techno, mais on peut pas dire que ce soit de la bass, par exemple. Or, moi, c'est le truc vers lequel je me suis orienté. Et un jour, elle sort un EP, donc, elle prévoit de sortir un album, et donc elle m'envoie des previews, quoi. C'est pas un truc qui est pas encore sorti. Et là, il y a un morceau qui est, dont l'intro, en fait, mais c'est génial, quoi. Enfin, je tombe complètement amoureux de l'intro de ce morceau. T'as une vision. Et en plus, le morceau a une histoire incroyable, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais attends, ce morceau, faut que tu. Déjà, il est super, garde-le absolument, il le faut dans l'album. Et je trouve la première partie du morceau, je la trouve géniale. La deuxième, j'étais un peu moins fan, mais vraiment, la première partie, je la trouve trop bien, quoi. Et là, elle me fait, non, mais tu sais pas, en fait, ce morceau, c'est pas juste un morceau parmi les autres, quoi. C'est le morceau, en fait. Et elle m'explique qu'en fait, c'est un morceau qu'elle a créé sur histoire hyper perso. Je crois que je pense. Elle nous l'expliquera elle-même, sinon t'embête pas. Ouais, parce qu'on l'aura sur voilà, ce c'est podcast. ça qu'il faut faire, exactement. Ouais. Donc, elle m'explique que ce morceau est très lourd de sens pour elle. Et
Donc moi, en plus, je suis hyper touché qu'elle m'en fasse part. Et je lui dis, mais moi, je veux absolument faire un remix de ce morceau parce que la partie la partie que j'aime, il faut la faire durer au moins 6 minutes, quoi. C'est obligé, quoi. C'est contractuellement, il faut le faire. Et donc, c'est écrit. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, elle me dit, bah, vas-y, je garde ça en tête. Et 1 an plus tard, je pense, je sais pas, j'avais pas eu de nouvelles pendant 6 mois. D'un coup, il me dit, bon, bah, go, vas-y, je fais un album de remix, c'est parti, t'as le morceau, quoi. Okay. Là, j'étais super refait, quoi, parce que Trop chaud. Ouais, puis c'est complètement immatériel comme truc, tu vois. C'est genre, il n'y a pas eu de. Enfin, tu vois, c'est pas une sortie. Déjà, ça n'a pas été une sortie physique, il n'y avait pas d'enjeu. De communication. Il n'y avait pas d'enjeu de communication, de collab, financier, tu vois. Il y a rien. Là, c'est juste le plaisir d'avoir. Et tu vois, pour revenir au truc où tu peux t'approprier le travail de quelqu'un en faisant de la musique et en reproduisant ce qu'il a composé. Là, c'était exactement la même chose. C'était partager un truc. Franchement, donner des samples, pour moi, c'est hyper. Ça touche vachement à l'intimité, tu vois, de partager ça avec quelqu'un. Donc voilà, c'était un gros kiff et je la remercie encore. Génial, et le résultat est assez fantastique. Oh, merci. On a bien kiffé ici dans les studios d'Emphase. Et Rewind, encore une fois, sur le morceau d'avant, trop bien, dont on n'a pas parlé, qui est Xeco. Xeco, ouais. Ouais, Xeco, c'est sympa 2022. Ouais, c'est bien d'en parler parce que, en fait, c'est le morceau que j'ai fait vraiment à l'aube du confinement, donc vraiment tout au début. Et en fait, c'est un morceau. Attends, oui, c'est ça. C'est un morceau que j'ai composé en fait quand je suis tombé amoureux de ma copine actuelle. Ok. Et genre, je peux pas le dire. C'était une inspiration complètement foudroyante, tu vois, qui arrivait d'un seul coup. Et c'est un peu silly, mais vraiment, il y avait, je sais pas, tout un tas de contextes, tu vois, qui a. Et en fait, en plus, ce morceau, il a été composé en je sais pas moi, 4-5 heures, quoi. Et j'ai pas eu à forcer, quoi. Vraiment, c'est venu d'un seul coup. Et il y a une version de 15 minutes qui dort dans un drive. Et il faudra que je la sorte un jour, d'ailleurs. Extended version. Ouais. Trop bien. Oui, je vois ce que tu as. Un morceau avec les tripes qui devait sortir ce jour-là. Et qui n'est pas forcément un morceau complètement tu vois, dans l'harmonie, tu vois, l'exagération, tu vois. Mais ouais, je sais pas, un truc dynamique, quoi. Il n'y a pas eu à vraiment réfléchir. Ouais. Est-ce que tu te souviens un petit peu comment tu l'as travaillé ? Est-ce que tu peux nous parler un peu ? En fait, c'est hyper cliché, donc c'est pour ça que je n'ose pas aller plus loin. Mais en gros, il y avait vraiment à l'époque, j'avais par contre, c'est un truc, c'est à l'époque, j'avais un studio qui donnait sur l'extérieur, tu vois. Et dans l'endroit où tu composais, tu vraiment donnais sur une fenêtre extérieure, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais retrouver. Là, actuellement, je suis dans un studio qui est pas du tout comme ça, qui est plein pour plein de raisons, enfin qui est bien pour beaucoup de raisons, mais pas pour celle-là du coup. Et il y avait un ciel complètement fou un soir, quoi. J'ai pas eu d'autre choix que puis c'était un peu un début de printemps, tu vois. Donc il y avait tout un tas ça sentait les beaux jours. Ouais, c'est ça, les beaux jours, mais un peu interdits, tu vois. Les bons jours interdits du début du confinement. Et beaucoup d'inspiration, du coup, forcément. Et voilà, c'est sorti un peu comme aussi brutalement que l'annonce d'Olivier Véran, je pense. Très beau parallèle. Et de toute cette époque-là, donc tu es arrivé à Paris, est-ce que ton setup a évolué un petit peu par rapport à la période de Xeco jusqu'à Club Metrix là ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta manière de travailler, dans un matériel que tu as pu renouveler, ce genre de choses Ouais. Alors après c'est les choses auxquelles je pense comme ça. Ouais, c'est un peu, on y pense un peu tout le temps, j'imagine. Non, mais ce que je veux dire, c'est genre, il y a des choses auxquelles je pense, mais je dois forcément oublier qu'il y a certaines machines, tu vois. Mais en gros, ouais, j'ai découvert un truc vers cette époque qui a pas mal scotché, c'était les synthés Nord, en fait, qui
qui était... moi, c'était un truc que j'avais jamais touché, mais en fait, j'avais jamais pratiqué un instrument avec des samples d'aussi bonne qualité et avec, pareil, qualité de construction qui est top. Et c'était giga bien de pouvoir manipuler des voix. Et c'est une époque où je commence à écouter pas mal d'ambiance et de scènes un peu post-internet, post-club, des labels plus... même pas des labels, en fait, des artistes un peu avant-gardistes pour l'époque. Et donc, il y a dans l'intérieur, il y a l'Anarch Artifacts, One Not Tricks Point Never, surtout One Not Tricks Point Never, qui est une grosse influence pour moi, du coup. Et en fait, il y a la manipulation de samples, tu vois, que je peux toucher de manière détournée grâce au Nord. Et là, je commence à dire, waouh, en fait, c'est hallucinant ce que tu peux faire avec des samples qui sont bien pris, ou alors des samples qui sont très mal utilisés, ou vice-versa, quoi. Donc ça, c'est un truc. Tu veux dire en jouant, du coup, avec le plaisir de jouer sur un clavier, plutôt le plaisir de jouer sur des samples, en fait, des samples qui sont variés, mais qui sont très bien pris. Et surtout, par exemple, tu vois, je sais pas si tu connais les choirs, les chorus des Nord, mais t'as l'impression d'avoir une chorale au bout des doigts. C'est ça, ouais. C'est hallucinant. Et puis, pour le coup, ça remplit, ça te remplit ton espace, quoi. C'est hyper puissant. Et du coup, tu les travailles, tu les repasses ensuite dans des trucs, tu les redécoupes, tu les manipules ou simplement déjà le plaisir même pas tant que ça, parce que de jouer avec ça. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le plaisir de jouer avec. C'était. Et d'avoir toute une texture qui sonne et qui t'emporte, quoi. Ça. Puis en plus, tu as plusieurs layers sur les Nord, donc tu peux faire du synthé, enfin, tu peux faire synthé plus sample, piano plus sample. Tout prend une amplitude hyper grande, et en fait c'est un gros clavier, tu vois, c'est un grand clavier, donc tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu peux explorer une large palette. C'est ça gamme. En fait, mais tout l'ambitus, tu vois, en octave il est énorme, donc en fait ça te permet de jouer des notes que tu jouerais pas du tout à la souris, on va dire, tu vois, d'habitude. Donc en fait t'as des choses qui apparaissent de nulle part, en fait, et ça c'est permis parce que c'est un instrument, voilà, qui prend... Qui fait cette taille-là. Et qui a cette ergonomie. C'est ça. D'autres trucs sur le setup qui te viennent comme ça Ouais, à une époque, j'avais acheté une drum machine complètement novatrice et vraiment limitée, qui s'appelait le Déluge, un truc néo-zélandais. Donc vraiment sorti de nulle part, quoi. Et en fait, ça m'a fait comprendre que ce que je voulais faire, c'était acheter une MPC, quoi. Okay. Mais en gros, c'était une sorte de machine avec une matrice de 64 pads qui était donc tout séquençable à la volée, tu vois. Donc super bien pour accoucher d'idées très rapidement, donc super bien pour faire des brouillons de morceaux, surtout des brouillons de rythme, quoi. Mais une machine vraiment assez limitée, par contre, dans l'aspect production, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, ce que je veux, c'est une drum machine, mais c'est quoi, en fait, la drum machine que tout le monde utilise, c'est quoi, en fait? En techno, c'est la 808, enfin toutes les drum machines de Roland, mais je trouve ça hyper limité, moi. Et en fait, je me suis dit, en fait, pourquoi pas essayer de comprendre ce que c'est qu'une MPC, déjà, de comprendre l'instrument, et ensuite d'essayer de le manipuler, de le maîtriser. Et finalement, j'en suis venu à ça. Ouais, je suis venu à la MPC, ouais. Ok. Et tu y es toujours ? Ouais. T'as trouvé un workflow qui t'intéresse avec ça ? Ouais, comme pour plein de choses, je suis pas encore certain de combien de temps ça restera, mais pour l'instant ça va. Il y a des choses qui me rendent un peu fou, mais comme tout le monde, quoi. Mais il n'y a jamais le truc idéal, de toute façon. T'as toujours un petit truc qui casse les pieds, qui te limite, et tu vas chercher ailleurs si ça existe, mais il y a un autre truc qui est moins bien. Mais du coup j'ai troqué ce déluge, j'ai troqué cette vieille drum machine contre la MPC, que j'ai par contre mis peu de temps, en fait, à prendre en main, parce que finalement c'est assez intuitif, et c'est des bonnes interfaces, et
Ça permet beaucoup de choses. MPC, moi j'en ai jamais manipulé, mais t'es pas obligé de jouer le truc comme non, pas du tout, ouais. Comme les beatmakers. Non, justement, c'est de la séquence. Séquencer, en fait, c'est ça, c'est que t'as un usage. T'as un usage un peu détourné qui est un usage séquencé plutôt qu'un usage record. En fait, il y a beaucoup de producteurs. En fait, c'est très utilisé en hip-hop parce qu'il y a un côté charnel, justement. Il y a un côté expression, en fait, expression corporelle. Finger drumming. C'est ça, ouais. Et en réalité, leur séquenceur, il est plutôt bien, même si on peut lui donner des critiques. Et moi, je l'utilise plutôt comme ça, quoi. Et par contre, il y a un truc qui est absolument génial, c'est surtout l'auto-apprentissage de découpage de break, en fait. Le slicing, oui, pardon, c'est ça. Ouais. Le slicing, ouais. Et Okay. le slicing de MPC, il est très très fort, quoi. Ouais. Il est très puissant et très rapide. Et avec 16 secondes de musique, tu peux partir très très loin pendant très longtemps. Ça, tu fais, par exemple, tu peux charger, j'imagine, un sample sur une carte SD, un sample que tu as sur ton ordi, tu lui charges dans la babasse, ou alors tu peux aussi, je crois, sampler si tu as une entrée audio. Ah ouais, tu vas c'est ça pouvoir aussi. enregistrer. C'est que c'est in-out, il y en a dans tous les sens. Okay. C'est un super instrument. T'as plusieurs très, très sorties complet. aussi pour pouvoir sortir. Ouais, t'as eu 6 ou 8 sorties, je pense. Ton kick sur une piste. Ouais, c'est ça. Okay. C'est un truc que je fais plus du tout, en fait, parce que le mixage interne est tellement bon que t'as pas vraiment besoin de sortir en séparé. D'accord. À l'intérieur, en fait, c'est une sorte de dos, en fait, tu vois. T'as les inserts qui sont de très bonne qualité et en fait, tu peux tout gérer. Tu peux tout gérer en interne. Tout en gauche-droite. Bah ouais, ça en fait. envoie. Ouais. En fait, je l'avais acheté à la base pour sortir en 6, tu vois, 6 chaînes. 6 chaînes séparées. En réalité, il n'y a pas eu tout besoin de faire ça. Ok. C'est intéressant. Pour cette raison-là, c'est un super instrument. Pour d'autres raisons, c'est un peu plus limité, mais ouais. Pour le sound design de drums, c'est très rapide. C'est assez bon très rapidement, quoi. Ok. T'as toujours ton synthé Electron toujours. qui ne te quitte pas, mais c'est non, c'est pas le premier que t'as acheté, c'était le Arturia. Le Arturia, je l'ai pas vendu. Hein. Il est appuyé un peu contre un mur de manière ostentatoire, plus qu'autre chose, quoi. Mais ouais, il est toujours là. Et non, sinon, si on parle machine, j'ai le seul achat que j'ai fait à la suite de ça, c'est un Oberheim Matrix 6 qui est sorti en 1984 et que j'ai vintage. Que j'ai un peu réparé et auquel j'ai ajouté un programmeur qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités, en fait, de synthé qui étaient assez limitées pour l'époque parce qu'il avait aucune interface humaine, ou très peu, quoi. Et il y a quelqu'un qui est à Grenoble, qui est un passionné, qui a fait une espèce de programmeur pour cette machine-là dédiée et qui le vend en kit DIY. Donc en gros, c'est pas cher, mais en gros, il faut passer, je sais pas, 15 heures, 15-20 heures à souder absolument tout, quoi. 15-20 heures. Ouais, okay. Mais ouais, puis même c'est fourchette basse, ça. C'est en fait. Et donc c'est quoi, tu lui rajoutes en fait des contrôleurs par-dessus une espèce de module, en fait, un grand module avec absolument tout ce qu'il faut pour tout moduler à l'intérieur. Sauf qu'en fait, en faisant ça, tu passes d'une machine qui te coûte 1000 € à aux fonctionnalités qui sont sur l'expander qui coûte 12 000, tu vois. Qui est un espèce de genre, tu sais, pour les collectionneurs de voitures, tu vois, genre la voiture de collection de l'époque, tu vois, qui coûte très cher. Il y a que Jean-Michel Jarre qui l'a. Ouais, tu peux transformer une 205, tu vois, en Ferrari de l'époque, tu vois, avec un petit kit DIY qu'un mec à Grenoble a fait tout seul, tu vois. C'est génial. Ouais. D'accord. Donc tu t'es chauffé quand même, Ouais, mais j'aime beaucoup réparer les choses et creuser dans les machines. Souvent, c'est un truc que je fais habituellement. Ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec le studio. Ça me permet de baisser mes loyers, tu vois, quand je répare des choses. Ok. Tu rends ce genre de service. Voilà, je rends ce genre de service, ouais. Quand il y a un synthétiseur qui crachouille, on peut te l'apporter. Ouais. Ou même une clim qui marche plus, une VMC, amenez-moi tout. Il a tous les talents. Trop bien. Et l'Oberheim, c'est quoi en gros le concept? C'est un polyphonique C'est ça, c'est un gros polyphonique de l'époque. C'est 6 voix, c'est DCO
avec des filtres analogiques et surtout des filtres qui sont des filtres Oberheim d'époque et qui ont un grain qui est très particulier. Très particulier. Ça doit sans doute, on doit pouvoir s'approcher de ce truc-là avec de la modélisation. J'imagine que ça doit exister. J'aime pas trop faire de la fétichisation des machines ou des vieilles machines parce que ça peut vraiment inciter des gens à faire des choix des fois qui sont pas rationnels en fait. Mais en l'occurrence, celui-là, je l'ai acheté pas cher, tu vois. Et vraiment, ça vaut le coup, en tout cas, d'écouter, même chez quelqu'un qui a ça. Enfin, vraiment, il faut écouter des vieux synthés des fois, parce que, en l'occurrence, tu vois, ce truc-là est vraiment fou. Ceci dit, je suis en train de le vendre. Ok. Parce que ça a des limitations, etc. Tu vois, et en fait, du coup, ça m'a aidé à comprendre que ce que j'ai mis, en fait, c'est le grain de cette marque. Ouais. Et comme le regretté Dave Smith a produit un synthé qui s'appelle l'OB6 qui est sorti maintenant il y a un petit peu de temps, en 2016 ça doit être, que j'ai toujours un peu voulu, etc. J'hésite peut-être à me choper celui-là, tu vois, en contrepartie. Ok, tu fais de la place pour accueillir... Ouais, c'est ça, c'est que c'est énorme en fait, le synthé Oberheim, là, c'est vraiment gigantesque, quoi. Ouais. Mais je regrette pas du tout de racheter ce truc-là, quoi. C'est super beau. Et voilà, je m'en sépare, mais c'est pour un cousin plus jeune et plus, tu vois. Plus versatile, ouais, peut-être. C'est ça. Et est-ce qu'on pourrait parler de la recette, du coup est-ce que tu pourrais nous définir la recette Métrologue ou en tout cas ce qu'elle a été sur Club Metrix? Ouais, musicalement, j'ai fait 4 morceaux avec 4 identités définies. Un morceau ambiante, un morceau... très orienté break et slice, un morceau pur électro breaké intense, quoi, et un morceau destruction, quoi, qui commence très gentiment. Ouais, qui commence très gentiment, mais un morceau explosion, quoi, plus. Pour tous les morceaux en général, il y a une manière que j'ai de travailler qui est de plaquer un seul accord. Peu importe quelle richesse il a, dans quelle tonalité, mais le but c'est de plaquer un accord qui me parle, quoi. Et sur cet accord-là, donc c'est très simple, hein, je veux dire, c'est un des premiers trucs qu'on fait en musique quand on sait pas en faire. C'est caler des notes de basse séquencées avec cet accord en pédale, on dit. Et avec ça, on a déjà une identité, tu vois. Et une fois que l'ensemble des deux a été trouvé, ce que je fais souvent, c'est que je ramène le côté rythmique, du coup, avec soit les percussions, soit des samples, soit des percussions plus... pas de... Des one-shots, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui sont pas forcément des éléments de batterie, en fait. Des éléments... Oui. Voilà. Mais bon, il y a ce truc-là. C'est pas une recette en fait hyper magique, hein. C'est vraiment un truc très béaba. Et une fois que j'ai trouvé un peu d'ensemble et tout, de ces espèces de patterns qui se répondent les uns aux autres, là je commence à essayer de densifier et de complexifier harmoniquement ce que je fais en rajoutant des progressions d'accords qui sont un peu plus charpentées, quoi, qui vont chercher des modulations ou alors des altérations, voilà. T'as bien travaillé à la fac de musicologie. Ouais. J'avais beaucoup à apprendre. Et sur la... Ok, ouais, trop cool, merci. Et sur la structure... Alors sur la structure, ça c'est mon grand ennemi, ça. Ouais. C'est vraiment le truc que j'arrive pas du tout à faire. Donc c'est le truc vraiment, je pompe chez les autres. Ok. J'essaie de comprendre comment ils ont construit leurs morceaux. Après, des fois, ça marche tout seul. La structure, j'ai même pas besoin de l'imaginer. Ça vient tout déroule. Seul. Mais la plupart du temps, c'est assez difficile de se rendre compte. C'est assez difficile de se demander quelle partie doit durer pour aller où, en fait. Et moins aujourd'hui qu'avant, mais j'ai quand même longtemps eu l'impression de faire des morceaux un peu multiformes, qui soient pas... Qui avec un point de départ et un point d'arrivée ailleurs. Et ça, en écoutant de la musique qui me correspondait plus, du coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout grave, quoi. C'était un truc qu'il fallait faire. C'est peut-être pas trop le cas pour Club Metrix, mais j'ai d'autres projets qui arrivent là et ça sera complètement le cas, quoi. Mais
tu la structure, transformes complètement la structure le c'est truc de assez base. compliqué en fait. Je trouve qu'il faut être vraiment hyper balèze en fait en musique pour pouvoir justifier une structure qui soit originale, tu vois. Je pense que c'est la même chose que dans d'autres disciplines en fait, mais pour moi quelqu'un qui arrive à hyper bien structurer un morceau, c'est quelqu'un qui maîtrise les bases de ce qu'il a monté comme édifice en fait. C'est un truc que j'arrive pas à faire. Enfin, en tout cas, avec lequel je me sens pas à l'aise, quoi. C'est Mais c'est hyper difficile en plus quand t'es dedans, que tu viens d'écouter une loupe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais, bah carrément, bien sûr. De te dire, ça va durer 27 secondes, 16 mesures. Tout à fait, ouais. Et quelle est la part de boucle et quelle est la part de... C'est ça, quelle est la part de répétition? Parce que la musique électronique, par essence, elle est quand même vachement répétitive. Pour autant, les morceaux... Enfin, moi, j'entends plus les répétitions quand je fais de la musique et quand j'en écoute. Et donc, bon, tout ça est très difficile à calibrer, en fait. Ouais. Tu vois, dans le... Voilà. Donc, ce que tu fais en général, c'est que tu te mets comme un calque d'un ouais, morceau, c'est ça, je me regarde. Je regarde dis, en fait, surtout, je vais essayer de réfléchir à comment une ou un artiste a fait son morceau pour essayer de comprendre que... Parce que la musique, c'est une question de tension et de détente. Et comment est-ce que moi, avec ce que j'ai construit, je peux détendre ou intensifier l'atmosphère. Voilà. Pas dire quoi dire plus. Ouais, c'est super. Je laisse résonner ça. J'aime bien. Oui, on parlait des structures, de la recette et des structures. Ouais, la recette des structures, mon point faible, quoi. Ouais, de toute façon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui adore la structure. C'est très compliqué. Bah, moi, je pense qu'il y a des exemples de gens qui maîtrisent particulièrement la structure. Ah ouais? En musique électronique, ouais. Je trouve que, pour plein de raisons, c'est un producteur qui maîtrise plein d'aspects de la musique, mais au niveau de la structure, il est hyper fort et c'est quelqu'un qui est capable de déployer des morceaux et ce qui les compose sur un temps assez long. C'est Object, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois pas. Object. Je pensais que tu allais me dire Floating Point, ça m'a fait, je pense. Sans doute, ouais. Je connais assez peu Floating Points, mais en tout cas, Object, c'est à la fois dans le son de design, l'harmonie, c'est pas son aspect le plus marquant, si tu veux, dans sa production, mais au niveau de la structure, lui, il est trop fort, quoi. Il y a pas de refrain, il y a pas de couplet qui existe. Tout est une espèce de sentier. Tu sais jamais si ça va monter, descendre, louper une marche, en ajouter plusieurs. Oui. C'est incroyable, quoi. Et tout a du sens, quoi. C'est chaque seconde, chaque séquence, en fait, vient hyper naturellement avant la précédente, alors que la richesse dans le son de design et dans ce qu'il déploie musicalement, elle est balèze, quoi. Ça me faisait, je pensais à, quand tu décrivais son travail, ça me faisait penser à Serious Mo, tu te souviens, sur le label de Mode Selector, et c'était un peu ça aussi, ça aurait pu correspondre aussi. Bah, Serious Mo, moi, c'est taré qui retourne le truc tout le temps et puis qui a une nouvelle idée qui te l'intègre. Ouais, c'est ça, ouais. La science d'intégrer des choses qui tu sais, la première fois, t'as un choc. Tu t'attends pas à écouter ça et à la réécoute tu ne demandes que ça, en fait, tu vois. Et ça devient naturel, quoi. Tu dis waouh, mais en fait il avait tout compris, tu vois. Un peu comme c'est actuel, ça, ou parce que tu parles au passé là, mais c'est un artiste, en fait les morceaux qui moi m'ont le plus touché sont pas forcément les plus récents, mais quand bien même son dernier 2 titres là qu'il a sorti je sais pas, il y a 1 an, c'est pareil, c'est hyper fort, ouais. Ok, Object, on ira écouter ça, trop cool. Et du coup, ça t'a pas mal influencé. Tu disais que sur le prochain projet ou sur ce que tu travailles en ce moment, t'as moins de sens d'autocensure à respecter. Ouais, c'est pas un projet solo d'ailleurs, c'est un projet avec quelqu'un qui partage le studio avec moi, dans lequel je travaille. C'est un projet ambiante et ambiante maximaliste. Alors, qu'est-ce que tu appelles ambiante maximaliste ? C'est un peu la nouvelle scène post-internet, donc qui mélange aussi bien de l'ambiante un peu classique, comme on trouve par exemple chez Caterina Barbieri, une artiste italienne que tu dois connaître peut-être.
Honnêtement, non. Ouais, qui a une actualité qui est assez foisonnante, je sais pas comment dire. En tout cas, voilà, qui est très 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 forte, mais qui fait de l'ambiance machine en fait. Mais je l'inclus quand même dans cette scène un peu là qui est nouvelle, quoi, une nouvelle scène ambiante, on peut dire. Et des artistes comme One Hot Point Never, bon, lui qui est très installé maintenant, qui a une tournée mondiale qui est prévue là pour l'année pro. Moi, je suis ultra fan de ce gars depuis des années, Il y a dans la même vibe le label Orange Milk Records. Donc ça, par contre, c'est beaucoup plus spécialisé, quoi. Faut vraiment s'intéresser à ça, quoi, pour le connaître, à cette scène-là en tout cas, avec des artistes comme B. Michael ou bon bref, tout un tas de gens. Comment tu décrirais c'est quoi la différence avec l'ambiance? En fait, tout simplement, la scène post-internet et ambiante, un peu hyper ambiante là, c'est les artistes comme Sophie qui l'ont fait émerger. Alors Sophie, c'était pas de l'ambiance, c'était plus de la musique. Personne n'avait jamais écouté ça, quoi. Mais le gars aussi, bon bref, ça me vient pas, mais bon bref. Quand tu parles de Sophie, c'est quoi? Sophie, l'artiste. L'artiste Sophie. Oui, ouais, l'artiste Sophie, ouais. Ok, je suis pas sûr de connaître. Là, je pense à la grande Sophie, mais je pense pas que ce soit le même délire. Alors, astérisque sur Sophie. Ouais, Sophie, ouais, c'est quelqu'un qui a été hyper important dans cette scène-là qui émergeait deuxième moitié des années 2010, du coup, on va dire. Et A.G. Cook, en fait, voilà. A.G. Cook et Sophie, eux, ils ont été les pionniers de la scène complètement internet, quoi, je sais pas comment le dire autrement. Et donc du coup Sophie qui elle a regretté, Sophie du coup qui nous a quitté il y a 1 an ou 2 et qui a laissé vraiment un gros vide, quoi, dans la scène, parce que c'est quelqu'un qui revendiquait beaucoup de choses, qui était qui était engagé musicalement, politiquement dans ce qu'elle déployait, quoi. Et donc voilà, donc bref, pour revenir à la scène de base, donc toutes ces influences là qui, moi, à l'époque, en fait, m'avaient pas touché, mais qui en se déployant, en fait, ont ouvert des portes. J'ai pas d'artiste vraiment en tête à donner en plus, alors que j'en ai des milliards, tu vois, qui viennent. T'en as déjà donné pas mal, on a des heures d'écoute devant nous. Ah ouais, mais faut que je vous fasse une liste après. Avec plaisir, tu nous feras une petite playlist. Une liste de recos, j'en ai grave. Trop bien. Et attends, sur quoi je voulais donc du coup, tant que j'y repense, du coup, en fait, du coup, donc le projet que je démarre avec ce gars là, avec qui je suis au studio, il est empreint de ce truc-là d'ambiance et de musique beaucoup plus tournée vers l'harmonie déjà, mais aussi beaucoup plus tournée vers la manipulation, vers le stretching, vraiment le fait d'aller déformer les sons, déformer tous les sons possibles, quoi. C'est pas forcément un projet qui est très orienté machine, par exemple, tu vois. Donc nous, on commence ce projet-là et on aimerait, on va arriver, je pense, à le faire sortir en 2024. C'est une histoire juste de com et de parler aux gens. Ouais. Mais maintenant, c'est plus facile, maintenant que j'ai un peu réussi à faire tes premières, faire tes premières armes, tes preuves, quoi. Ouais, à me bouger le boule, comme dirait Flore. Du coup, ouais, c'est qu'une question de communication, mais le projet, il va sortir. Avec un délire, du coup, un peu, si je comprends bien, un peu geek sur vraiment rentrer dans la matière sonore. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, même carrément. Ouais. Et puis y aller, physicien comme délire. aller chercher des textures qui soient un peu maximalistes aussi, quoi. Ouais. Parce que quand on touche à cette musique-là, c'est naturel d'aller vers ça, tout simplement. Tu parlais du coup d'une scène de cette autour de ça, de l'ambiance maximaliste. Ouais. Je crois que je vais être le seul à dire l'expression comme ça. Je crois que je l'avais jamais entendu. Mais bon, après, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Tu vois, c'est une ambiance, mais c'est pas une ambiance qui est chiante. Tu vois, c'est une ambiance qui te dépasse, qui te déferle sur toi. Tu vois. D'accord. Et quand Caterina Barbieri, donc l'artiste que je t'ai parlé tout à l'heure, ça fait
je sais pas, l'année dernière, j'ai dû la voir 4 fois, quoi. Enfin, 3 ou 4 fois. Quand elle joue en live, je sais pas, tu prends son truc en pleine face, quoi. Et c'est aussi intense pour moi qu'un set de hard techno, tu vois. Alors que du coup, si je comprends bien, en ambiance, il n'y a pas de kick, il n'y a presque pas de rythmique. Ouais, c'est ça. Ok. Excellent. Et moi, du coup, ma question était sur la scène. Est-ce que toi, Bon, alors, ce projet, vous l'identifiez plutôt sur cette scène-là, mais toi, est-ce que tu as identifié un peu une scène autour de laquelle tu gravites? Bon, il y avait Vernacular, tu nous as parlé de Voiron, tu te sentais peut-être un peu proche. Après, tu nous as cité toutes ces influences, mais est-ce qu'il y a cette scène-là, parce que moi je connais pas, à Paris ou en France, est-ce qu'il y a un réseau comme ça duquel tu te sens proche ou avec qui tu te challenges en allant, en fait, je veux dire, dans la même direction, ou en tout cas dans ces influences-là? Dans les influences plus du coup du projet Métrologue. Oui, pardon, je reviens sur Métrologue. Je pense qu'il y en a. C'est difficile de sortir des noms comme ça, mais à Paris, il y en a beaucoup, quoi. Par contre, c'est pas forcément les lieux qui sont les plus institutionnels, même dans le club. Je pense à la Machine, on a une variété. Par exemple, la Machine du Moulin Rouge, on a une variété d'events qui sont pas hyper orientés sur ce segment-là. Oui, bien sûr. Encore que, il y a des soirées qui sont un peu dédiées, où il y a carrément des line-up bass, quoi. Mais la bass et ma musique, c'est pas deux choses que tu peux confondre, je pense. Et non, mais oui, je pense qu'en France, il y a cette question parce que moi, je trouve que ça a une identité quand même assez UK. Hein. Je dis le mot depuis tout à l'heure, mais je persiste avec. Là tout de suite je pense à Matt Cooper, mais peut-être plus dans des choses qu'il faisait précédemment. Je pense à Alex Banks, je pense à Floating Point, et du coup je me demande en fait s'il y a vraiment des artistes qui proposent ça et une appétence aussi en fait ça, oui, la bass, la UK, ça a pas un... En fait c'est ça anime une population de clubbers de clubbers et de gens qui écoutent cette musique qui est hyper intéressée, je trouve. En tout cas, c'est la manière dont je le ressens, tu vois, à Paris, en France, qui sont à fond dans ça, quoi, tu vois, qui vont adopter tous les codes que tu peux retrouver en Angleterre. Mais c'est aussi pas du tout proéminent, en tout cas majoritaire, tu vois, au sein de la scène club, qui en ce moment est hyper tournée vers les musiques extrêmes, mais extrêmement droites, quoi. Moi, je trouve que ça mériterait peut-être un peu plus de diversité, mais même pas forcément à l'avantage de la UK, parce que vraiment on en entend partout, quoi. C'est juste qu'il faut vraiment... C'est une histoire aussi de cercle, tu sais, comme on est tous un peu dans nos cercles sociaux numériques. C'est difficile de sauter les pas quand tout ça est très étayé depuis un moment. Je sais pas comment ça veut rien dire ce que je veux dire. Non, mais c'est difficile de sortir de sa bulle, de sa bulle musicale, quoi. Quand t'as vraiment envie d'être surpris par des choses, en fait, ça te permettra jamais d'être surpris. Enfin, oui, en tout cas, difficilement. Mais oui, il y a des collectifs à Paris qui proposent ça. Et plus de surprises donc dans les programmations, c'est ce qu'on demande. Même, encore que, parce que tu vois, par exemple, typiquement, par exemple, la station qui est pas très loin, qui est à genre, je sais pas, 1 kilomètre d'ici, max, a une programmation pour moi qui est assez irréprochable, tu vois, où il y a des événements de musique, on va dire syncopée, tu vois, électronique, qui sont hyper cool, quoi. Franchement, ils ont des super line-up, mais c'est pas à Paris, par contre, que moi j'observe les line-up qui me plaisent le plus. Genre, je pense que par exemple la programmation du Sucre à Lyon me plaît davantage que ce que je vois à Paris depuis un an. Je trouve que c'est une boucherie, quoi. Je sais pas je suis pas trop dans les kiffer la prog pas, tu vois, mais je trouve que la DA depuis un an du Sucre est hyper forte.
Ben, big up à eux. Ouais. et bon, Lyon, c'est pas si loin. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Et tu sors encore pas mal? Tu vas voir beaucoup de trucs? Tu sors Ouais. Je vais voir beaucoup de trucs. Pourquoi je dis encore? Bah, typiquement, en fait, du coup, j'ai eu 30 ans il y a 2 semaines. Allez. Donc voilà, je suis un vieux. La fleur de l'âge. Mais non, pas du tout. Et typiquement, là, cette année, du coup, il y a un mois, j'ai fait le festival Atonal, qui est censé être un peu l'avant-garde de ce qui va se faire en musique électronique à l'échelle d'une année, quoi. Mais là, ça faisait 4 ans que ça s'était pas produit, donc pour beaucoup de gens, ça a été à cause du Covid, etc. Et donc en fait, pour beaucoup de gens, ça a été l'occasion de se replonger dans ce truc-là. Et ça a été des bonnes surprises. Moi, j'ai trouvé ça balèze. C'était bien. Ok, tu surveilles un peu les progs des festivals ou d'événements comme ça. Ouais, mais il y a une espèce de tendance qui me déplaît un peu en ce moment, c'est l'annonce des festivals, genre 8 mois à l'avance et sans line-up, quoi. Je suis pas d'intérêt, je suis un mec nul en organisation, moi, ou en tout cas, un mec avec lequel l'organisation est un gros fardeau, quoi. Okay. Et donc prévoir des trucs 8 mois à l'avance quand il s'agit de juste s'amuser pour aller écouter de la musique, quoi, c'est difficile. Oui, donc sauf quand c'est obsessionnel, c'est difficile de se mettre dans ce mood là. Mais je regarde beaucoup les progs des festivals et j'essaie de découvrir des nouveaux festivals pour découvrir des nouvelles manières de faire exister la fête aussi, tu vois, comment les gens ils réussissent à faire à créer un endroit, à créer des nouvelles formes, tu veux dire, d'events ou de... Là, intéressant. Bah, bien sûr, ouais. Genre, par exemple, on parlait de l'ambiance et de la musique qui ne se danse pas, en fait, il y a de 5 minutes. Et typiquement, comment est-ce que tu peux faire un festival où tu peux faire ça en peak time, tu vois, par exemple? Comment est-ce que tu peux proposer des bonnes conditions d'écoute à des gens qu'ils aient... une restitution qui leur permette de ressentir des choses sans, à la place d'un truc hyper vénère ou comment est-ce que tu peux créer un festival, voilà. Qu'est-ce que tu amènes aussi comme personne à l'intérieur pour créer des designs, des architectures qui permettent... Bon bref, tout ça c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. Et que tu continues à rechercher, à expérimenter avec cette espèce de... C'est un collectif c'est un collectif de potes, quoi, tu vois. C'était quoi le nom du festival? Undergrange Résistance. C'est toute la politique du truc, c'est genre de ramener la fête à la campagne, quoi. Et dans des granges, quoi, du coup. Yes. Et donc c'est quelque chose qui vous anime un peu, de trouver des nouvelles formes de fêtes, et donc vous cherchez des inspi pour d'autres. Tout à fait, genre, surtout sur la taille, quelle taille on a envie d'avoir, quel line-up on a envie d'avoir, quels gens on a envie d'avoir sur le truc. Bon, nous, c'est ça, tu le contrôles pas vraiment. Tu parles du public. Tu peux favoriser, en tout cas. Nous, c'est un festival vraiment basse échelle. C'est privé, en fait, tu vois, comme festival. C'est un petit truc, quoi. Mais par contre, il y a des choses qu'on arrive à faire qui sont pas vraiment possibles sur d'autres formats, tu vois, sur des formats qui sont plus institutionnels, tu vois. Mais par exemple, tu vois, quand tu as une mixité générationnelle qui est 50-50, tu vois. Qui est bien réparti plus ou moins, tu vois, t'as des choses qui se passent qui se passent pas, tu vois, dans des festivals un peu hype où t'as ou dans des clubs où tu vois, parce que en fait le fait de faire la fête à la campagne, bon, ça je sais pas si c'est vraiment l'objet, tu vois, de parler de tout ça, mais en gros faire la fête à la campagne, ça peut très vite glisser en c'est en fait 1000 Parisiens qui débarquent. Alors il y a des cantines bio, il y a des trucs locaux, tout va bien, tu vois, vraiment c'est une super bonne démarche, mais c'est une espèce d'enclave qui se déplace et qui arrive et qui fait la fête. Un club vacances, quoi. Ouais, un petit peu. Mais j'irais même pas à critiquer jusque-là, mais en tout cas, comme nous, en fait, on vient de cet endroit, en fait, quand on y amène la fête, on a envie d'y faire se passer quelque chose qui, à la fois, reflète ce qu'on a expérimenté ailleurs, mais aussi ce qui se passe à l'endroit même. Sans exclure aussi exactement, ceux qui sont là. Donc en fait, voilà, le dernier festival qu'on a organisé, il y avait les doyens du village qui ont 80 et 85 ans, tu vois, pour au repas avec tout le monde, et il y avait les diggers les plus ouf de Paris là, qui
qui étaient à la même table et qui épluchaient leurs patates ensemble, tu vois. Enfin, tu vois, genre, je mélange un peu tout, mais c'est grosso modo ça, quoi. Génial. Bref, c'était la parenthèse festival. Tu nous fais voyager en plus, c'est trop cool. On va essayer de conclure parce que sinon on est là encore pendant une heure. Voilà, c'est un plaisir de t'écouter, merci encore. Mais on va quand même libérer nos auditeurs parce qu'en plus leur trajet de train se finit bientôt, ils vont pas avoir le temps d'écouter la fin. Ce serait quoi l'objectif aussi aujourd'hui pour toi ou quel est le projet, comment t'imagines l'année qui vient, les 2 années qui viennent? Donc tu nous as parlé peut-être de ce projet. Alors oui, donc en fait il y a tout ce que je prépare en fait. Donc là, sur le projet Métrologue, il y a Club Metrix qui est sorti fin du printemps 2023 et j'ai convoqué des relations de musique que j'avais rencontrées tu vois, depuis quelques années, etc. Et je leur ai proposé de faire un espèce de EP de remix en fait de ce projet-là. Ok, trop cool. Je l'ai fait ça un peu timidement, j'étais pas trop sûr de moi, mais j'ai reçu un gros enthousiasme en fait des gens qui seront dessus du coup, et ça fait plaisir, merci à eux. Et donc parmi... Là ils sont en train de bosser. Là ils sont en train de bosser, ouais. Alors je sais pas quand sort le truc, quand sort le podcast, donc en fait peut-être qu'ils étaient en train de bosser, tu vois, mais en fait on est dans le futur. Et oui. Et donc parmi eux il y a Animoli qui est une artiste qui fait du modulaire, qui va faire un remix de Chronologue. Il y a Shonenbat, ma maestro du break de Reims qui est maintenant à Marseille. Il y a Léo de Nuit qui va faire le remix électro de Thermomix. Et il y aura aussi Lisa Moore qui est une productrice et DJ qui tourne beaucoup en ce moment, beaucoup d'actualité là. Elle a sorti son album en 2023. Et il y aura un remix en plus aussi de Kevin Wyatt, qui est un mec qui est pour le coup totalement dans la vibe hyper ambiante, Point Never, tout ça quoi. Ok. Donc ça c'est enlever toutes tes batteries pour son remix, c'est ça? Ouais, mais qui va certainement en inventer d'autres. Hein. Enfin, je sais pas comment il est parti dans un gros truc là. Et donc ce projet, ça sort maintenant là, début 2024. Ouais. Et voilà, super content de faire ce truc là. Je rebosse avec du coup Marius qui m'avait fait les visuels. Cette fois-ci, on fera pas d'édition physique, ce sera vraiment juste une édition numérique. Et voilà. Et toi, niveau taf et créa, tu te concentres sur le projet Ambient plutôt cette année-là? Alors ouais, donc du coup le projet avec l'autre là du coup, enfin qu'on salue hein, bien sûr. Donc le projet avec l'autre personne s'appelle Zone 30. Okay. Le projet s'appelle Zone 30. Et le but c'est, je dis que ça quoi. Non mais justement c'est la question des objectifs là. Bah ouais. Okay. Donc l'objectif avec Jean-Baptiste sur Zone 30, c'est de sortir un EP rapidement. Je sais pas trop quand ce sera, mais ce sera probablement début 2024 aussi. Et peut-être enchaîner plus avec du live du coup. Parce que on l'a déjà présenté. Ça s'est bien passé. Je pense qu'on va essayer de le redévelopper en fait. Okay. On va essayer de se choper des créneaux d'ambiance. Vous avez déjà joué sur une soirée ou sur un event ou un truc plus privé? Typiquement, on a joué au festival que j'ai organisé. Ouais. C'est toujours la bonne occasion quoi, de faire des festivals pour se faire jouer. Quoi. Mais c'était un plaisir. On a eu des bons retours. Et pour ça, là, on bosse sur la sortie. Là. Trop bien. Et côté Métrologue, du coup, tu côté fais Métrologue, j'ai plein de morceaux de côté là. Ouais. Donc, on va attendre un petit peu que tout ça se sorte. Et puis, je pense qu'après, j'aurai de nouveau des choses à dire. En tout cas, à faire écouter. Et trop bien, non, mais je trouve que c'est intéressant de te laisser porter par ton envie du moment et d'aller voir ce truc-là qui nourrira sûrement pas mal de choses pour, d'aller en réalité, faire un petit aller-retour comme ça. Les artistes qui sont un peu émergents, dans lesquels je me compte, tu vois, se mettent pas mal la pression parfois pour avoir absolument des choses qui sortent à un moment donné.
Et en réalité, il faut... en fait, c'est ça aussi, c'est que le projet de 2000, du futur proche, c'est d'aller aussi un peu plus vers les gens pour leur proposer des choses ensemble. Je pense que longtemps, être un peu nerd de la musique et faire de la musique tout seul, c'est à la fois beaucoup de temps pour soi, donc c'est super, mais c'est aussi assez peu de temps à passer à échanger. Obvious, hein. Mais bon, oui, bref. oui. Et en fait, non, t'as raison de le souligner. Il faut pas oublier qu'il y a un des caractères de la musique, c'est d'être partagé en fait. Ça sert à rien de faire de la musique tout seul. Donc peut-être aller plus vers ça, plus vers les collabs. En fait, surtout peut-être, je pense que là, je vais peut-être plutôt préparer un EP avec des collabs pour le futur proche. Pour des prochaines sorties éventuelles, ouais. On suivra avec attention. Vas-y. Last but not least, surtout la création du label. Donc, et oui, parce qu'en fait... Je sais plus si c'était en off ou en live qu'on en a parlé, tu m'as dit que tu pensais à ça. Et parce qu'en fait, oui, ce projet ne va pas sortir nulle part. Moi, j'ai toujours eu un peu l'envie de créer une espèce de structure pour pouvoir justement inventer des modes de diffusion de la musique, simplement réfléchir à ça, réfléchir à des modes un peu originaux de diffusion de la musique dans son caractère physique, quoi. Et avec cet ami, du coup, Marius Sestac, qui m'a fait les linogravures là, sur le projet Club Matrix, je pense qu'on va... En fait, on a envie de développer des choses, on a envie de partager des objets, des manières de consommer de la musique et de faire de l'expérimentation vis-à-vis de ça. J'imagine que vous avez dû avoir des beaux brainstorming et que du coup vous avez quelques idées sous le coude. Bien sûr, c'est-à-dire que ça a été tellement plaisant de travailler sur Club Matrix avec lui, de chercher de la richesse et de la complexité dans un domaine une histoire très sur ce sujet, ce concept très particulière, quoi. Que là en fait moi je me rends compte que il faut si je le fais pas, personne le fera, quoi. Personne d'autre que moi peut me décider de je sais pas du tout ce que je dis. En gros, si je m'y mets pas, personne m'imposera de m'y mettre. Donc je m'y mets et je crée mon label qui du coup va s'appeler Inexact Audio, pour faire référence du coup au concept d'exactitude qui existe dans la science de la mesure, qui je vais pas m'attendre dessus. Mais voilà, bref. Donc ce label s'appellera Inexact Audio et dessus il y aura cet EP de remix. Il y aura probablement pas le EP de Zone 30 parce que il y a d'autres idées pour ce projet-là. Mais il y aura à venir des artistes qui seront dessus et du physique de manière assez certaine. Ok. Avec donc une réflexion particulière sur l'objet physique. Ouais, parce que je pense que moi je pense comme ça vis-à-vis de la musique, les gens ils apprécient, je pense, avoir des totems auxquels se référer, auxquels ils puissent avoir une interaction. Et aujourd'hui, la musique, on l'écoute pas vraiment sur des supports physiques, sauf le vinyle. Donc c'est très bien, j'aimerais bien faire du vinyle, mais je pense que les manières de se référer à un objet artistique musical, elles peuvent être variées. Et on peut passer par beaucoup de choses autres que un support enregistré pour avoir une relation à la musique dans son intimité chez soi, quoi. Et moi c'est quelque chose que j'aimerais développer. Recherche autour de cette idée-là. Parce que c'est dommage d'avoir des services de streaming qui sont pauvres en fait en termes de richesse vis-à-vis d'une seule œuvre, en fait. Il y a assez peu de richesse, quoi. Je veux dire, Spotify, c'est quoi ? C'est 10 secondes de vidéo et un lecteur, quoi. Très standardisé, tout ça, en tout cas. C'est assez peu. Et je pense que sur les micro-éditions, parce que le but, c'est pas de faire d'inonder des réseaux, tu vois. C'est sur les micro-éditions, je pense qu'on peut proposer à des gens des choses de qualité et manière de rapprocher un peu les gens de la musique. C'est ça, de la musique. De rapprocher les gens d'où la musique qu'ils écoutent viennent.
Oui, si, ça fait sens. Si tu avais une autre vie, tu serais quoi? Si tu avais fait d'autres choix. Ouais. Moi, je pense que... Un truc refoulé, mais pas sale. Hein. Moi, je pense que Moi, je pense que je serais kiné. Ok. Ouais. J'aimerais bien... ouais, je pense que je ferais ça. Pour le côté soigné ou pour le côté... Ouais, pour le côté soin, ouais. Pour le côté soin... et le diagnostic corps, et soin, fonctionnement du corps. Ouais, il y a tout un espèce de truc de danse aussi, tu vois. Et c'est une espèce de, tu vois, de chorégraphie, en tout cas, qui... c'est assez... Ouais, je sais pas, c'est un truc qui me... Ouais, j'aurais été ça, je pense. Si, je comprends. Ok. Très bonne réponse, intéressant. Et ok. Et un dernier truc, peut-être une ressource, tu vois, peut-être un album ou un bouquin ou un site que tu adores. Ouais. Est-ce que tu as un truc à partager? Alors, il faut absolument que je me concentre parce qu'il faut que je le sorte, mais en gros... Tu as le droit de chercher... Ouais, c'est ça. Genre, pour les gens qui ont envie de progresser en musique, notamment en formation musicale, mais avec des choses qu'ils connaissent, ils peuvent aller sur Hook Theory, qui est une espèce de partition. En fait, c'est ça. C'est des partitions en ligne qui font du décodage de morceaux, mais avec tous les accords, les degrés, et les morceaux sont très 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 bien analysés. Ouais. Et de plus, c'est un répertoire et le répertoire est très large, en fait, c'est ça. C'est que le répertoire est pas du tout, on peut trouver, donc ça va pas dans l'underground la plus radicale, mais on peut trouver hyper facilement du Daft Punk dessus. Je suis sûr que moi j'ai déjà vu des Daniel Lopatin dessus. Ouais. C'est vraiment top. L'interface est pas très très belle, mais par contre pour comprendre des modulations, des emprunts harmoniques, tu vois, ça passe par la notation ça passe par la notation classique en plus, donc en plus comme ça on peut apprendre la notation classique avec des... D'accord, tu peux être débutant sur des morceaux, ouais. C'est pas un truc de débutant, ouais. C'est pour se perfectionner en harmonie, mais par contre c'est très très riche, quoi, ouais. Franchement. Hook Theory. Sinon, en outils, en quoi aussi je disais bouquin, docu, album. Bouquin. Ou un site où tu vas faire de la veille. Album, album. Alors là, même label, en fait, moi je vous conseille d'écouter les dernières releases de Lapsus Records, qui est un label madrilène ou barcelonais, je crois que c'est madrilène. Dessus, on a dernièrement Pepe, qui est un artiste qui est assez connu, mais je savais pas du tout qu'il était espagnol et qu'il était capable de faire le genre d'album sur lequel moi je suis tombé récemment. Pepe Reclaim, il s'appelle l'album. C'est de la folie. Ok. Et aussi... mais ça c'est mon chouchou du moment, c'est Gasha Bakradze, qui est un artiste géorgien de Tbilissi, qui est sorti aussi sur Lapsus. Super beau, quoi. Vraiment, pour les gens qui sont restés en fin de ce que l'Anarch Artifacts a pu faire sur la fin des années donc 2010, 2019-2020, écoutez-le, et je pense que ça remplira facilement vos appétences. Et dans un style ambiante maximale, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Et t'es à fond là-dedans en ce moment. À fond, ouais. Et du coup, aussi des femmes, hein, allez écouter Caterina Barbieri, parce que j'en ai déjà parlé, mais bon, allez écouter, c'est... moi, je conseille énormément, parce que c'est très riche harmoniquement, et c'est hyper puissant. Tu nous feras une petite playlist? Bah ouais, carrément. Je ferai une playlist. Genre une dizaine de trucs du moment ou d'un ratable pour se faire sa culture ambiante. Je suis obligé aussi de dire, pareil, écoutez toutes les productions de Suru Singé, pour qu'il y ait, tu vois, au moins qu'il y ait une sorte de parité, tu vois, dans le... ces dernières productions, c'est de la balle. Et pour tous ceux qui aiment la UK et la musique de break d'influence anglaise, alors même je crois qu'elle est pas trop originaire de Grande-Bretagne, tu vois, elle a une espèce de science de ces deux choses là qui se marient. Tu as une espèce de truc. Bon, bref. Ça, c'est la dernière artiste que tu as cité, Suru Singé. Suru Singé. Ouais, très très forte. Trop bien.
Et non, émission, podcast, je sais pas, je suis pas un expert. Moi non, mais c'est pas obligé, tu nous as déjà partagé pas mal de choses. C'est cool. Trop bien, merci mille fois Xavier. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était passionnant tous ces sujets. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à partager cet épisode à des gens que ça pourrait intéresser. Merci Paul de m'avoir aidé, de m'aider à préparer ces épisodes et de nous faire les caméras. Et à très vite sur un nouvel épisode. Merci Xavier, ciao. Ciao. À bientôt. In phase.